La collection. Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Sciences. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Nous vous proposons la conférence vidéophonique du livre 2, Entité. Chapitre 8. Des abductés. Des implants chez les abductés. Le terme anglais abduction est traduit en français par enlèvement. Plusieurs millions de personnes, à travers la planète, correspondraient à cette définition d'abductés, des victimes d'enlèvement. Elles témoigneraient avoir été enlevées par des extraterrestres et la majorité d'entre elles auraient été implantées. À la suite d'examens radiologiques ou par scanner, il a été découvert un implant chez de nombreuses personnes se plaignant de gênes ou de douleurs particulières. Des chercheurs se sont intéressés aux particularités de ces minuscules objets trouvés sur différentes parties du corps des sujets examinés, souvent situés dans les sinus, la nuque, l'abdomen, les bras, les jambes ou les pieds, mais toujours situés sur leur côté gauche, sans qu'aucun point d'entrée n'ait pu être décelé permettant de les identifier sans un examen spécifique approfondi. Ces implants se présentent sous des formes et des structures diverses. Ils ne présenteraient aucune forme de rejet ni de réaction inflammatoire. Les tissus adjacents apparaissent étroitement liés à ces corps étrangers ou à la membrane biologique qui les compose. Ils revêtent des formes géométriques particulières très variées. Certains de ces objets se présentent comme agencés pour s'emboîter entre eux. Ils pourraient avoir des particularités de localisation, de contrôle de la pensée et aussi de pouvoir télépathique. Ils seraient de composition métallique ou métalloïde au comportement de semi-conducteurs, aussi appelés magnétoconducteurs, bien que n'étant pas magnétiques. Leur observation au rayon X leur octroie une fluorescence particulière, et celui des ultraviolets les fait rougeoyer. Leur taille varie entre 1,5 et 4 mm. Ils présentent des sophistications qui leur permettraient de fonctionner en émetteur-récepteur. Ils seraient des composés de ferronickel, de calcium, de barium, de chlorapatite et de chlorique, ainsi que d'autres composants exogènes, dont divers agrégats métalliques présents dans les météorites. Ils se sont avérés être recouverts d'une membrane biologique, extrêmement résistante, d'aspect gris sombre et brillant, constituée d'un coagulant protéinique composé, d'hémosidérine et de kératine. Des examens très sophistiqués avec des microscopes de champs atomiques ont permis de révéler que, bien qu'ils soient d'une composition élémentaire ferreuse à l'état amorphe, ils apparaissaient hautement magnétiques. Il s'avère qu'aucun procédé actuel ne permet d'atteindre un tel résultat dans les laboratoires de nos chercheurs. À envisager. Les entités biologiques extérieures à notre planète auraient-elles été confrontées à ce problème ? Le revenu de base inconditionnel pose radicalement la question de l'autodétermination des personnes. Quel travail ferais-tu si tu n'avais plus besoin de gagner ta vie? De quoi crois-tu être capable, et de quoi les autres? Et si nous avions tous le droit à un revenu de base, sans condition d'accès ni dossier à remplir? Une idée révolutionnaire qui permettrait aux citoyens de ne plus avoir à s'enrichir pour vivre. Grâce à ce dos de l'État, dont le montant reste encore à fixer, la course à l'argent deviendrait non plus une nécessité, mais un choix, se réjouit Thomas Guénolé. Explication. Le revenu de base est une idée à la fois simple, pacifique, et foncièrement révolutionnaire. Cela revient à changer de société, en bien, sans la bouleverser brutalement, ni tirer un seul coup de feu. Il y aurait 3 façons de mettre en place le revenu universel. Le concept est simple. C'est un revenu. Tout le monde y a droit dans le pays, sans exception. Il n'y a rigoureusement aucune condition d'obtention. Si vous vivez sur le territoire, vous y avez droit. Et si vous avez d'autres revenus, par exemple un salaire, vous conservez tout de même ce revenu de base offert par l'État. Cette proposition est tout sauf farfelue. Plusieurs prix Nobel d'économie l'ont défendu sous une forme ou sous une autre, par exemple Friedrich Hayek, Maurice Allais, ou encore James Tobin. Des intellectuels reconnus la défendent à l'heure actuelle,
par exemple le philosophe Philippe Van Parijs, professeur à Oxford. En France, l'idée a en outre été portée par des personnalités politiques ayant exercé des responsabilités gouvernementales majeures, par exemple Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, ou Arnaud Montebourg, ancien ministre de l'Économie. En fonction du porteur de la proposition qui s'exprime, le revenu mensuel brut de base peut aller de 400 € par mois à 850 pour les plus généreux. Quant à son financement, quelle que soit la créativité des partisans de l'idée, l'on revient toujours à 3 grandes options possibles. 1. La planche à billets, notamment proposée par l'économiste britannique Anatole Kaleski. Son argument central est que cela revient à utiliser la création monétaire non pas au profit du système bancaire, mais directement au profit de tous les consommateurs, ce qui serait plus efficace pour relancer la consommation. 2. Un impôt de redistribution est la piste proposée, notamment, par le think tank irlandais Social Justice Ireland. 3. Lorsque le pays dispose d'un bien commun qui génère des profits, il est également possible de financer le revenu de base grâce à cette rente. C'est le système qu'a mis en place l'Alaska sur sa rente pétrolière. C'est également ce que proposait feu l'ambassadeur des Nations Unies en Irak Sergo Vieira de Mello pour pacifier le pays, en offrant à tous un revenu de base sur rente pétrolière. Courir après l'argent deviendrait un choix. En supposant logiquement qu'il se substituerait aux aides sociales sous les conditions qui existent actuellement, les conséquences en France de l'apparition d'un revenu de base seraient colossales. Elles ont été bien résumées par le mouvement français pour un revenu de base. La subsistance garantie pour tout le monde, en particulier les pauvres, les artistes, les indépendants, les associatifs et les jeunes qui démarrent. La disparition du problème de sous-réclamation du RSA, puisque nul dossier ne serait à constituer, alors qu'aujourd'hui un tiers des ménages qui y ont droit ne le revendiquent pas pour cause de complexité des démarches. Le montant étant identique pour tous sans condition, la fin du problème de trop perçu des aides sociales actuelles. La fin des fraudes et des triches d'allocataires, le revenu étant inconditionnel. La fin de l'effet de désincitation au travail des aides sociales, les trappes à chômage, puisque nul ne perdrait son revenu de base en trouvant un emploi. Une énorme simplification du système français d'aide sociale, en l'absence de tout dossier à remplir et de tout contrôle d'usager à effectuer. Surtout, plus fondamentalement, instaurer le revenu de base offert à tous sans condition opérerait sur le pays un profond changement de société. En effet, courir après l'argent deviendrait un choix et non plus une question de survie. Non, on ne s'arrêtera pas tous de travailler. Il faut songer qu'une portion significative de la population, avec ce système, choisirait de se contenter du revenu de base pour faire des choses gratuites à forte utilité sociale, du bénévolat, des activités artistiques, etc. Pour autant, il est inutile de craindre, comme c'est souvent le cas lorsque l'on entend parler pour la première fois de cette idée, que tout le monde s'arrêterait de travailler. En Alaska, le revenu de base existe depuis 1976 et n'a pas entraîné la disparition du travail, ni même une baisse brutale du taux d'activité. Au Canada, le programme Maincome a servi à tester le revenu de base entre 1970 et 1974. L'évaluation scientifique réalisée a posteriori a abouti à des conclusions enthousiasmantes, aucune baisse brutale du taux d'activité, ainsi qu'une baisse significative de la délinquance et des hospitalisations. Indubitablement, instaurer le revenu de base universel en France suppose un saut mental dans nos représentations collectives du rapport au travail et à l'épanouissement individuel. En revanche, il n'existe ni difficulté technique ni impossibilité de financement pour s'opposer à sa mise en place. Le revenu de base, un filet de sécurité pour la vie. Tel est le thème de la 8e édition de la Semaine du revenu de base, célébrée par des organisations citoyennes dans 25 pays du 14 au 21 septembre. En France, les groupes locaux du Mouvement français pour le revenu de base, MFRB, organisent de nombreux événements. Communiqué de presse du 14 septembre 2015, Paris.
Cette année, la Semaine internationale du revenu de base devrait connaître une participation record, reflétant la revendication croissante dans la population d'un revenu de base inconditionnel. Sur les 5 continents, des citoyens de 25 pays organisent des événements de promotion du revenu de base inconditionnel du 14 au 21 septembre. En France, le MFRB coordonne les dizaines d'événements populaires organisés partout dans le pays. Les rendez-vous sont variés, projections de documentaires, débats publics, repas partagés, stands, passages dans les médias, articles, expositions. Une idée historique qui prend de plus en plus de sens. Bien qu'il soit une idée ancienne dont les racines remontent au XVe siècle, le revenu de base a pris une place plus importante dans le débat public ces dernières années. Augmentation des inégalités de revenus et de ressources aussi bien entre les pays qu'au sein des États, précarisation de l'emploi dans tous les secteurs, dégradation des systèmes de protection sociale, automatisation des emplois, déplacement de populations réfugiées comme jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, sans parler des milliards d'euros alloués aux banques depuis 2008. Tout ceci contribue à faire du revenu de base une revendication forte dans notre XXIe siècle. Le revenu de base inconditionnel, ou revenu de base universel, revenu de base garanti, revenu citoyen, revenu d'existence, dividende sociale, connaît une intense année 2015. En Finlande, la plupart des partis politiques défendent l'idée et depuis les élections du printemps, d'importants progrès ont été faits en vue d'expérimentation. Le revenu de base est soutenu par le Conseil général de l'Association médicale canadienne et plusieurs villes et provinces réfléchissent sérieusement au revenu de base comme moyen de réformer leur système complexe de protection sociale. Aux Pays-Bas, plusieurs villes cherchent à faire des expérimentations. En Namibie, Fania Kamita, défenseur du revenu de base, qui fut impliqué dans l'expérimentation fructueuse en 2008 à 2009, a été nommé ministre à l'éradication de la pauvreté et à la protection sociale. Il a déjà lancé des travaux en vue de verser un revenu de base aux jeunes et aux aînés. Tous les militants du revenu de base ont les yeux tournés vers la Suisse où un référendum aura lieu sur le sujet en 2016. Lorsque les Suisses ont obtenu en octobre 2013 la tenue de ce référendum, ils ont fait la une de nombreux journaux en déversant devant le palais fédéral 8 millions de pièces de monnaie, représentant la population helvétique. La Semaine internationale du revenu de base a été créée en 2008 en Allemagne, Suisse et Autriche. Parmi les succès des éditions précédentes, la tenue d'une conférence en 2009 avait débouché sur l'initiative citoyenne européenne en 2013, où plus de 300 000 signatures ont été récoltées dans les 25 pays membres. Ce qui a conduit à la formation du B-Europe, un réseau d'individus et d'organisations des 28 pays de l'Union européenne pour œuvrer à la formalisation du revenu de base comme droit humain sur notre continent. Cette organisation a pris en charge cette année la coordination de la Semaine internationale du revenu de base. En Espagne, un mouvement citoyen a lancé une initiative législative populaire pour que soit débattu au Parlement national un revenu de base d'environ 600 € versé en priorité aux personnes sans revenu ni prestations sociales, et devant par la suite être étendu comme droit universel à tous les citoyens. Après la Suisse et l'Union européenne, une autre initiative législative de citoyens a été déposée en faveur du revenu de base. Mercredi 15 janvier, lendemain de la clôture de l'initiative européenne, un collectif de citoyens, le Mouvement contre le chômage et la précarité, a remis au Parlement espagnol une initiative législative populaire, ILP, pour que soit débattu afin d'adoption un texte législatif visant à introduire dans toute l'Espagne un droit, individuel, universel et inconditionnel à recevoir un revenu périodique, pour tous les citoyens afin qu'ils puissent subvenir à leurs besoins de base. Le montant de ce revenu devrait être indexé sur le seuil de pauvreté, il s'élèverait aujourd'hui à 645,33 € mensuels. Une application prévue en 2 temps. Dans une première phase, dès l'entrée en vigueur de la loi, le revenu de base devrait être en priorité destiné aux personnes les plus précaires, celles qui ne reçoivent ni d'allocation chômage ni d'autres revenus. Quant à celles qui reçoivent des revenus, salaires,
prestations, qui sont inférieures au seuil de pauvreté, elles devraient toucher également un complément leur permettant d'atteindre le seuil du montant minimum fixé. Dans une seconde phase, ce revenu de base devrait être étendu comme droit universel au reste des citoyens. Une disposition additionnelle de l'initiative législative explique aussi que les pouvoirs publics devront promouvoir l'instauration d'un revenu de base de ce type dans toute la zone de l'Union européenne. L'ILP, un parcours d'obstacles parlementaires. L'ILP qui vient d'être déposé au bureau du Congrès espagnol par un comité de parrainage doit attendre entre une dizaine de jours et un mois pour que l'institution statue et dise si l'initiative législative est recevable ou non. Si celle-ci est validée, pour qu'elle puisse être discutée au Parlement, le comité de parrainage aurait alors 9 mois pour réunir 500 000 signatures, 1,26% de la population espagnole. De la lutte contre l'austérité au revenu de base. Le mouvement contre le chômage et la précarité s'est constitué en juillet 2013 à partir de plusieurs collectifs luttant contre l'aggravation de la pauvreté et les politiques menées par le gouvernement espagnol. En effet, cette mesure est lancée dans un contexte économique toujours difficile pour le pays. Les initiateurs de l'ILP dénoncent à ce propos dans leur texte une augmentation de la pauvreté et une marginalisation sociale, alors que dans le même temps, les pouvoirs publics renflouent les banques, sans pouvoir faire face à une situation d'urgence sociale généralisée. La mesure qui est proposée n'est selon eux, ni une aumône, ni une prestation d'assistance, ni un salaire des pauvres, mais un instrument effectif d'éradication de la pauvreté, de répartition de la richesse et de distribution des revenus. Déjà, en Espagne, à l'échelon régional, en Catalogne et en Estrémadure, des citoyens avaient défendu un revenu de base face à leurs dirigeants. Mais c'est la première fois qu'une initiative citoyenne autour du revenu de base est lancée à l'échelon national. Le 27 septembre 2012, le Red Renta Básica, réseau espagnol pour le revenu de base, lançait une initiative législative populaire visant à soutenir les RMistes. Un grand pas vers la mise en place d'un revenu de base universel. Traduction d'un article paru initialement le 27 septembre 2012 sur Red Renta Básica, en espagnol. En Catalogne, l'initiative législative populaire, ILP, pour un revenu garanti de citoyenneté, RGC, est déjà en phase de présentation devant un groupe de juristes. La récolte des signatures pourra débuter dans les 4 mois suivant l'approbation du texte par le Parlement catalan. Les organisations syndicales et les collectifs qui offrent leur soutien à l'ILP devront fournir un effort important afin de recueillir plus de 50 000 signatures valides. Il faut rappeler que cette ILP est le fruit d'un travail de plusieurs mois visant à répondre aux nombreuses déficiences du revenu minimum d'insertion, RMI. D'un montant de 412 €, bien en dessous du seuil de pauvreté, il a été introduit par le gouvernement de Mas à l'été 2011. Le RMI cesse d'être un droit subjectif et il est calculé en fonction du budget. Il ne s'actualise pas en fonction de l'IPC, ne peut excéder le SMI et ne peut être perçu que pendant une période de 5 ans maximum. Les personnes qui présentent seulement une problématique de perte d'emploi et ne montrent aucune difficulté sociale ajoutée, SIC, sont mises de côté. Elles doivent en outre avoir passé 1 à 2 années consécutives dans la même résidence pour le percevoir. Enfin, le RMI a été intégré en l'état dans la loi de mesures fiscales et financières approuvée pendant la session parlementaire du 14 mars 2012, malgré les protestations des organismes sociaux, des services sociaux, des syndicats et d'autres agences. Les multiples échecs du RMI. Depuis l'été 2011, il n'a pas non plus amélioré les situations de chômage, de pauvreté et d'exclusion sociale. 25% de la population vit sous le seuil de pauvreté, près de 32% des familles catalanes ont du mal à boucler les fins de mois et des dizaines de milliers de personnes n'ont pas de quoi vivre. Le nombre de personnes vivant dans la rue, sous les porches, et près des distributeurs de billets a augmenté de 32% et 40 personnes sans logement sont mortes dans la rue l'été dernier, âgées en moyenne de 58 ans. C'est pour ces raisons et bien d'autres que l'ILP pour un revenu garanti de citoyenneté est d'une grande importance en cette période.
Le RAID Renta Basica a été présent depuis ses débuts dans son élaboration. En attendant la mise en place d'un revenu de base universel, comme le défend notre association, nous croyons que cette ILP est nécessaire dans ces moments de grave dépression économique. La proposition améliore considérablement le RMI que le gouvernement catalan a mis de côté. Le RGC est nettement supérieur aux RMI existants dans les diverses communautés autonomes. C'est un droit subjectif et non arbitraire puisqu'il est équivalent au revenu de suffisance en Catalogne, environ 600 €, mais aussi parce qu'il est perçu aussi longtemps que la personne n'a pas de revenu. Une initiative législative populaire, ILP, lancée en Catalogne pourrait aboutir à une loi établissant un revenu garanti de citoyenneté. Ce revenu garanti de citoyenneté permettrait à toute personne en situation de pauvreté d'avoir les ressources suffisantes pour vivre dans la dignité. Une mesure qui n'est pas très éloignée du RSA français, mais qui dans le contexte actuel espagnol de démantèlement des droits sociaux, devient un enjeu de taille. Un article du site RAID Renta Basica, le réseau national espagnol pour un revenu de base, explique pourquoi la réaffirmation de ce droit qui est fondamental ne doit pas faire oublier que le revenu de base reste la solution la plus efficace pour lutter contre la crise. C'est parti. Dans environ une semaine, les premières signatures en faveur du revenu garanti de citoyenneté, RGC, pourront être recueillies en Catalogne. Selon les principes de l'initiative législative populaire, le mouvement composé de plusieurs associations, syndicats et partis politiques qui soutiennent le RGC aura 4 mois pour réunir au moins 50 000 signatures afin que le projet aboutisse à l'examen d'une proposition de loi au Parlement régional catalan. Une mesure de résistance face à l'austérité. Pour les deux auteurs, Daniel et Sergi Ravanto, le revenu garanti de citoyenneté est une mesure nécessaire de résistance face aux coupes budgétaires dans les services sanitaires et sociaux qui ont été prises dans le cadre de la politique d'austérité menée par Artur Mas, l'actuel chef du gouvernement régional catalan. À l'été 2011, celui-ci a durci les conditions pour obtenir le revenu minimum d'insertion catalan. Désormais, en plus du rallongement de la période de travail exigée, les délais d'étude des dossiers pour l'obtenir sont plus longs. Son montant a également été revu à la baisse et on ne peut plus le toucher après 5 années. Enfin, une loi précise que son financement dépend désormais des disponibilités budgétaires. Les auteurs expliquent que dans le contexte d'appauvrissement généralisé du pays, 27% des Espagnols sont en situation de pauvreté et d'exclusion sociale, ces restrictions ne sont pas sans conséquences. Au premier trimestre 2012, plus de 530 000 personnes vivant en Catalogne n'ont d'ailleurs perçu aucune allocation. Le revenu garanti de citoyenneté permettrait de sanctuariser le droit à un revenu minimum. Le mouvement pour le RGC veut protéger le droit à un revenu minimum qui est aujourd'hui menacé par les politiques d'austérité. Pour cela, il s'appuie sur un article des institutions catalanes qui déclare que « les personnes ou les familles qui vivent dans la pauvreté ont le droit d'accéder à un revenu garanti de citoyenneté qui doit leur assurer le minimum pour une vie décente, conformément aux conditions fixées par la loi ». Le montant du RGC est indexé sur le revenu suffisant catalan, un indicateur calculé chaque année dans le projet de loi de finances de la région catalane. Il s'élèverait aujourd'hui à 664 € par personne et par mois. Les autres personnes du foyer percevraient 70% de ce montant, soit environ 465 €. Des sommes relativement importantes si on les compare au salaire minimum à 640 € et au RMI à 410 €. Mais, le RGC n'est pas un revenu de base inconditionnel. Pour prétendre au RGC proposé par l'initiative, il faut répondre à certains critères. Outre le fait d'être majeur et de vivre légalement en Catalogne, il faut pour pouvoir en bénéficier prouver que l'on est en situation de pauvreté et renouveler sa demande tous les 2 ans. Il faut aussi se tenir à disposition des contrôles de l'administration pour éviter que son droit au RGC ne soit suspendu. Autrement dit, le critère de l'inconditionnalité cher aux partisans du revenu de base n'est pas respecté.
Les auteurs de l'article rappellent, en particulier à leurs alliés qui soutiennent l'initiative populaire, tout ce qui fait la valeur ajoutée du revenu de base qui est une proposition plus appropriée que le RGC pour lutter contre la grande pauvreté. Puisqu'il est versé à tous sans condition, il permet de soutenir les personnes avant qu'elles ne sombrent dans les situations financières les plus graves. Il évite aussi les stigmatisations et les dégâts psychologiques causés par la dégradation de l'emploi. Il diminue les risques pour les artistes, les petits entrepreneurs et les coopératives. La possibilité de le cumuler avec une activité limite aussi les trappes à pauvreté. Il est en fait l'instrument le plus efficace pour garantir à tous les citoyens et les résidents légaux l'existence matérielle. Une importante mobilisation sociale défendant une initiative législative populaire, ILP, pour un revenu de base a conduit le Parlement de la région autonome d'Estrémadure à la préparation d'un projet de loi sur la question. Mais le projet, dans sa version actuelle, est vivement critiqué par les porteurs de l'initiative, la gauche et les syndicats, car il dénature les principes mêmes du revenu de base. En 2012, une initiative législative populaire, ILP, pour un revenu de base était lancée par une plateforme citoyenne en Estrémadure. Son but était de réunir 45 000 signatures pour présenter une proposition de loi visant à l'instauration dans la région autonome espagnole d'un droit individuel, universel et inconditionnel à un revenu de base fixé temporairement à 600 €. De l'initiative législative populaire au projet de loi. À l'issue de ce processus, la plateforme citoyenne a recueilli 26 386 signatures et n'a donc pas pu présenter légalement sa proposition devant le Parlement autonome. Cependant, elle a considéré à juste titre avoir reçu une adhésion populaire suffisante pour que les politiques débattent malgré tout de la proposition. Le vendredi 11 janvier 2013, une rencontre est organisée entre les représentants de la plateforme citoyenne et ceux des différents groupes parlementaires d'Estrémadure, y compris ceux du groupe PP, droite, qui détient la majorité. 3 jours plus tard, un premier jet du projet de loi pour un revenu de base d'Estrémadure est déposé au bureau de l'Assemblée. Le 2 avril, un projet de loi est inscrit au bulletin officiel de l'Assemblée régionale. La rapidité avec laquelle a été déposé ce projet pousse la plateforme citoyenne à y voir des manœuvres du gouvernement PP pour éviter l'implantation dans la communauté autonome d'un authentique revenu de base. Les principes du revenu de base mis à mal par le nouveau projet de loi. Selon le projet de loi, le montant de ce revenu de base pourrait varier entre 372 € et 692 €. Il est fixé à 70% de l'IPREM, un indicateur public utilisé pour calculer le montant des aides sociales de l'État espagnol qui s'élève aujourd'hui à environ 532 €. Il est prévu qu'un revenu supplémentaire équivalent à 10% de l'IPREM soit aussi versé à chaque autre membre du foyer familial. Ce nouveau revenu serait compatible, selon le texte, avec les prestations publiques des autres administrations, mais aussi avec un salaire inférieur au montant qui correspond à cette aide. Un bénéficiaire peut donc cumuler son revenu avec un salaire de moins de 300 ou 600 €, le projet de loi n'est pas clair là-dessus. La mesure, si elle est adoptée, pourrait ainsi favoriser des mini-jobs mal payés comme ceux qui se sont développés en Allemagne ces dernières années. Ce revenu n'est donc pas selon la vision traditionnelle du revenu de base cumulable avec n'importe quel salaire. Pour pouvoir bénéficier de ce revenu, il faut par ailleurs répondre à de nombreux critères, avoir 25 ans sauf dans certains cas, ne pas refuser d'offres de travail selon les conditions fixées par l'administration, ne pas quitter la région pendant plus de 15 jours, justifier d'au moins 4 ans de résidence, scolariser les mineurs du foyer et comble du contrôle social, ne pas pratiquer la mendicité. Ce revenu est donc loin d'être inconditionnel. La version actuelle du texte de loi est durement critiquée. De son côté, la plateforme citoyenne a publié un communiqué pour dire non à l'humiliant projet de loi du PP et appelle à la mobilisation. Suite aux protestations de ce collectif de citoyens qui avaient défendu l'ILP, les partis d'opposition et les syndicats ont eux aussi critiqué le projet de loi.
Julien Queretero, secrétaire du CCO, un syndicat de défense des travailleurs, des chômeurs, des jeunes et des immigrés affirme lui son rejet absolu du projet et appelle même à manifester. Selon lui, les 13 millions prévus pour financer le projet sont très en deçà des besoins de la population et permettraient de ne venir en aide qu'à 5 000 personnes sur les 65 000 qui sont actuellement dans le besoin. Il dénonce aussi le contrôle bureaucratique exercé sur les plus pauvres. Le parti pirate d'Estrémadure, dans une analyse publiée sur son blog, affirme que le projet de loi pervertit le concept de revenu de base. Les pirates rappellent notamment que si le projet est adopté tel quel, il remplacera les aises, le système d'aides actuel. Or les aises peuvent être perçues dès 18 ans et pour pouvoir en bénéficier il ne faut justifier que d'1 an de résidence. Enfin, le montant distribué dans le cadre des aises est 5% plus élevé que celui du projet de loi. Les autres partis cherchent à amender le projet de loi. Izquierda Unida, IU, la gauche radicale, après des hésitations, souhaite de son côté que le revenu de base d'Estrémadure devienne un droit individuel, que l'administration se doit de financer en fonction du nombre des bénéficiaires potentiels. Le Parti socialiste espagnol, PSOE, réclame lui, un plancher minimum équivalent à 1% du PIB régional pour pouvoir financer le projet. Un risque d'instrumentalisation politique du revenu de base. La dénaturation des principes du revenu de base par ce projet de loi montre la possible instrumentalisation politique du revenu de base qui peut notamment se faire au détriment de ceux qui sont dans le besoin. Mais n'éludons pas le point positif de cette affaire. Dans cette région d'Espagne, un mouvement populaire a donc permis au revenu de base de faire irruption sur la scène politique et de gagner en notoriété. Si le projet de loi actuel était amendé pour corriger ces défauts, il pourrait alors déboucher sur une amélioration des aides sociales dans la région. Au final, le combat politique qui se joue actuellement en Estrémadure rappelle à quel point il est nécessaire de défendre le revenu de base en tant que droit inaliénable, inconditionnel et donc cumulable avec d'autres revenus. Des citoyens de plus de 15 pays d'Europe viennent de lancer une campagne commune via le premier dispositif de démocratie participative internationale, l'Initiative citoyenne européenne, ICE. Le but de cette initiative est d'interpeller les institutions européennes sur la mise en œuvre d'un revenu de base inconditionnel pour tous les citoyens de l'Union. 5 ans après le début de la crise, l'idée d'un revenu de base est en train d'émerger comme une nouvelle revendication sociale en Europe, mais aussi ailleurs dans le monde. L'idée consiste en l'octroi d'un revenu de base pour tous, sans condition de travail, de situation ou de richesse. Contrairement aux dispositifs existants tels que le revenu de solidarité active, le revenu de base est cumulable avec d'autres revenus. L'idée directrice est de lutter contre les inégalités, de mieux partager le travail, mais également de simplifier le système actuel en faisant des économies dans les budgets des administrations publiques. Les organisateurs de l'ICE invitent tous les citoyens français à s'intéresser au sujet et à soutenir la pétition revenu de base inconditionnel. Explorer une voie vers des conditions émancipatrices dans l'UE en signant le formulaire officiel de la Commission. En France, cette campagne est soutenue et propulsée par le Mouvement français pour un revenu de base, association créée en mars 2013. De nombreux groupes locaux, dont les coordonnées sont disponibles sur le site, accompagnent l'initiative au plus proche des citoyens français. Stanislas Jourdan, l'un des initiateurs de cette initiative et coordinateur du mouvement français pour un revenu de base souligne, l'idée est avant tout de lancer un vaste débat public autour du revenu de base et de toutes les questions que cette idée suscite sur notre rapport au travail, à l'argent, au temps, et à notre citoyenneté. Les organisateurs de l'initiative ont jusqu'au 14 janvier 2014 pour récolter 1 million de signatures, tout en atteignant un quota minimal dans au moins 7 pays de l'UE. Si l'initiative obtient le succès escompté, la Commission européenne devra formellement examiner la demande citoyenne et offrir aux organisateurs une audience devant le Parlement européen. Dès 2014, chaque monégasque touchera un revenu de base inconditionnel de 1 000 €. La mesure, annoncée le lundi 1er avril par le prince Albert, a surpris les commentateurs européens. La bonne nouvelle du jour nous vient de Monaco.
Le prince Albert a en effet annoncé lundi matin que la principauté avait décidé de verser un revenu inconditionnel d'un montant de 1 000 € à chaque monégasque dès 2014, sans condition de revenus ou d'emploi. Nos sociétés n'ont jamais été aussi riches, il me paraît donc essentiel et légitime de garantir à chacun la possibilité de vivre dignement, a-t-il justifié. Alors que la plupart des États européens sont occupés à réduire leurs dépenses afin de concorder avec les objectifs budgétaires fixés par l'Union européenne, l'annonce monégasque peut surprendre. D'autant que la principauté n'est pas l'endroit où l'urgence sociale est la plus forte. Avec un chômage quasi inexistant et un PIB par habitant parmi les plus élevés au monde, le niveau de vie des habitants du Rocher pourrait laisser penser que cette mesure n'était pas nécessaire. Un argument que conteste le prince Albert. Ce n'est pas parce que les monégasques vivent bien qu'il faut renoncer à toute amélioration de notre modèle social. D'ailleurs, je vois autant le revenu de base comme un impact culturel que comme un moyen de lutter contre la misère. En faisant du droit au revenu un nouveau droit humain, le revenu de base est susceptible de créer une impulsion culturelle énorme. Il permettra à chacun de repenser son rapport au travail et favorisera le développement et la revalorisation d'activités non salariées. Peut-être que certains décideront de moins travailler et de consacrer plus de temps à leur passion, leurs projets professionnels ou personnels, de s'investir dans une cause ou s'intéresser à la politique. Une question de volonté politique. En conférence de presse sur le petit port de pêche de la Principauté, le prince Albert en a profité pour inviter ses confrères européens à se saisir de l'idée « L'Europe compte 80 millions de pauvres et rares sont les pays où le chômage n'est pas un problème ». Il est temps pour les dirigeants de prendre conscience que les gains de productivité réalisés ces dernières années rendent le plein emploi aussi superflu qu'inatteignable. Le revenu de base assurera donc la subsistance de ceux qui sont mécaniquement écartés du marché de l'emploi tout en les encourageant à créer de la richesse, matérielle ou sociale, hors du travail salarié. Interrogé par un confrère sur le financement de la mesure, il a indiqué que ses équipes réfléchissaient aux meilleurs choix possibles. Le revenu de base est tout à fait finançable, c'est juste une question de volonté politique, a-t-il assuré. Plusieurs voies sont explorées dont celle d'une hausse de la TVA ou de la taxe sur les hauts revenus. La mise en place d'une taxe carbone ou d'une taxe sur les transactions financières est également envisagée, tout comme un financement par création monétaire. Aucune piste n'est à écarter, a-t-il détaillé. Reste à espérer que la décision monégasque inspire les dirigeants européens. Les Suisses n'en finissent pas de nous épater. Alors qu'il y a un an, peu croyaient en cette initiative, le mouvement suisse pour le revenu de base est en train de prendre de l'élan. Stanislas Jourdan, qui était sur place la semaine dernière, nous raconte. La presse francophone est désormais unanime, avec plus de 110 000 signatures à 4 mois avant la fin de la campagne, l'initiative fédérale est sur le point d'aboutir. Selon la Constitution suisse, il faut en effet 100 000 signatures pour qu'une initiative citoyenne aboutisse, déclenchant alors une votation sur le projet de loi proposé par les initiants, bâlois et zurichois il y a un an. Mais les représentants du bien suisse, qui s'est rallié aux efforts de leurs concitoyens germanophones pour organiser la récolte en Suisse romande, ne cessent de le répéter, l'ambition est maintenant d'obtenir plus de 130 000 signatures d'ici début août, afin de se couvrir du risque qu'un certain nombre de signatures ne soient pas validées par les autorités communales, en raison de doublons et autres données non conformes. Un référendum d'ici 2 ans. Si cet objectif est atteint, alors le gouvernement soumettra le projet de loi à une votation populaire, c'est-à-dire un référendum où chaque électeur suisse sera invité à s'exprimer sur l'idée du revenu de base. En général, cette votation est organisée entre 1 et 4 années après que les autorités nationales aient officiellement reconnu le succès de l'initiative. Mais rien ne presse, précise Ralph Kendi, membre du comité du bien suisse, car si la votation intervient trop tôt, cela réduit aussi le temps nécessaire à ce que le peuple soit informé et fasse son propre jugement. En fait, le Conseil fédéral et le Parlement sont susceptibles d'accélérer le processus afin de prendre de court les initiants, sans nous laisser le temps nécessaire de préparer la
coûteuse, campagne précédant la votation, explique-t-il avant de relativiser. D'un autre côté, écourter ce délai leur fait courir le risque qu'on surfe sur le capital sympathie de l'initiative Mindé. Mindé, c'est le surnom d'une autre initiative contre les rémunérations abusives qui vient d'être couronnée de succès lors d'une récente votation. Autre danger pour le revenu de base, la chancellerie de la Confédération a également la possibilité de soumettre un contre-projet, lui aussi soumis à votation populaire. Cette contre-proposition est souvent moins radicale que celle des initiants, si bien que, dans les rangs des activistes du revenu de base, on l'imagine déjà proposer un « faux revenu de base » soumis à condition, avec un montant au rabais. À propos de montant justement, précisons que les 2500 francs mis en avant par les activistes suisses ne figurent pas dans le texte officiel de l'initiative, qui se contente de tenter d'inscrire le principe du revenu de base dans la constitution suisse, comme c'est déjà le cas au Brésil. Le succès de l'initiative n'indique en rien que les Suisses plébisciteront la proposition de revenu de base. Il faut en effet rappeler que si les Suisses ont récemment accepté l'initiative Mindé, ils en ont aussi rejeté une autre pour une augmentation des congés payés. À l'inverse de la plupart des autres initiatives fédérales, l'initiative pour un revenu de base inconditionnel n'a obtenu jusque-là qu'un faible soutien des syndicats et des partis politiques suisses. À l'exception notable du syndicat SINA, des Verts vaudois et valaisans et des Jeunes Verts, plusieurs syndicats se sont exprimés ouvertement contre le revenu de base, dénonçant une prime à la paresse, ou encore une hypothétique baisse des salaires en cas d'instauration du revenu de base. Mireille Zaki, célèbre journaliste économique très critique à l'égard de la finance, dénonce quant à elle un projet démagogique qui crée une mentalité de rentier. Ces critiques vont-elles dissuader le peuple suisse de voter pour le revenu de base ? Malheureusement, les initiants pourraient avoir raison trop tôt, craint Didier Berbra, conseiller aux États neuchâtelois interrogé dans un reportage diffusé par la télévision Alpha Canal. Pourtant, on sous-estime certainement l'impact d'or et déjà acquis par ce succès, s'il se confirme. Une première mondiale. Car, quel que soit le résultat du vote, l'organisation d'une votation constitue en elle-même un événement historique majeur. Pour la première fois, un peuple de 8 millions d'habitants va s'exprimer directement à ce sujet, ce qui ne serait ni plus ni moins qu'une première mondiale pour cette idée vieille de plus de 2 siècles. Concrètement, cela signifie aussi que tous les citoyens en âge de voter recevront dans leur boîte aux lettres des documents informatifs sur le revenu de base, en amont de la votation. Cela signifie aussi que tous les partis politiques devront prendre position vis-à-vis de l'initiative. Et ce n'est pas tout, le regard des médias sur le revenu de base a fortement changé depuis que nous avons passé la barre des 100 000, constate Anne-Béatrice Duparc, membre du comité du bien suisse. Pour preuve, c'est une du journal de gauche Le Courrier, qui titrait lundi dernier « Le revenu de base s'est imposé dans le débat. Maintenant, on nous prend au sérieux », résume Anne-Béatrice. Tous les Suisses ont désormais l'occasion de réfléchir au fait que le droit à l'existence n'est pas forcément lié à une activité salariée. En soi, c'est déjà une réussite pour notre initiative. Certes, une bonne partie de la gauche reste à convaincre, mais les soutiens continuent malgré tout d'affluer. Ainsi, M. Guy Mettan, représentant du parti de centre-droite PDC, a exprimé son soutien à l'initiative lors d'une conférence à Genève en présence de Philippe Van Parige, l'un des avocats majeurs de cette cause, et devant un public convaincu. De bon augure pour l'initiative citoyenne européenne. Le succès de l'initiative est-il de bon augure pour l'initiative citoyenne européenne qui est actuellement en cours dans l'Union européenne ? Hélas, nous avons encore beaucoup à apprendre, non pas sur le revenu de base, mais plutôt sur la démocratie. C'est en fait plus facile en Suisse, car ici, signer et faire signer une initiative est un sport national, explique Ralph Kendi, l'un des champions reconnus dans la discipline. Et puis, comme les Suisses ne peuvent pas signer par voie électronique, cela force les initiants à aller dans la rue pour récolter des signatures sur des formulaires papier, créant au passage une vraie visibilité auprès des passants. L'expérience de l'initiative citoyenne européenne montre à ce stade que récolter les signatures est plus difficile qu'en Suisse,
car les gens ne sont pas habitués à ce genre de procédure. Beaucoup pensent signer une simple pétition et manifestent donc leur inquiétude au moment de fournir un numéro d'identité. Comme le dispositif de l'initiative citoyenne européenne n'est pas connu du grand public, nous devons parallèlement expliquer le principe du revenu de base et celui de l'initiative citoyenne européenne. Quoi qu'il en soit, ces difficultés ne doivent pas nous décourager, car s'il y a bien une leçon à retenir de ce qui se passe aujourd'hui en Suisse, c'est qu'un groupe de citoyens, aussi petit soit-il, peut accomplir de très grandes choses, s'il ose en relever le défi. En pleine campagne pour la récolte de 100 000 signatures, le réseau suisse francophone pour le revenu de base est fort occupé. Anne-Béatrice Duparc, Ralph et Bernard Kendi ont tout de même eu la gentillesse de répondre à nos questions. Ils nous racontent le déroulement de l'initiative populaire et les perspectives que cela leur a ouvertes depuis son lancement. Tout d'abord, pouvez-vous nous raconter un peu le contexte suisse vis-à-vis du revenu de base ? Par qui est-il historiquement défendu? Et depuis quand le bien suisse existe-t-il? Bernard Kendi, on parle d'allocation universelle puis de revenu de base inconditionnel en Suisse romande depuis la fin du siècle dernier, notamment à Genève, siège de l'Organisation internationale du travail, où l'association Bien Suisse est fondée en 2001. En 2006, à Bâle, est créé un réseau suisse alémanique indépendant, l'initiative Grundeinkommen, initiative pour un revenu de base, en allemand, qui se développera avant tout dans sa propre région linguistique, la plus importante du pays. Plus généralement, en Suisse le débat autour du revenu de base est influencé d'une part par les travaux de Philippe Van Pargy à l'Université de Louvain, fondateur du réseau Bien, ainsi que par l'humaniste Gerd Werner, entrepreneur et professeur de management, à l'Université de Karlsruhe. En avril dernier, vous avez lancé une initiative pour le revenu de base en Suisse, pouvez-vous nous rappeler l'origine de cette initiative? Que pouvez-vous en obtenir? Bernard Kendi, l'initiative populaire pour un revenu de base inconditionnel a été lancée par un groupe de personnes issues de la société civile. Elle est soutenue en Suisse romande par Bien Suisse et en Suisse allemande par le réseau germanophone, qui a des liens forts avec le mouvement allemand en faveur du revenu de base. En Suisse, l'initiative populaire est une institution de la démocratie directe. Au niveau fédéral, une initiative populaire doit réunir 100 000 signatures dans un délai de 18 mois, sur une proposition d'amendement de la Constitution fédérale, pour aboutir. Dans ce cas, le Parlement et le gouvernement doivent entrer en matière sur la proposition, prendre position et éventuellement proposer un contre-projet. À la fin de la procédure, qui dure de 2 à 3 ans, le texte de l'initiative ainsi que, le cas échéant, le contre-projet gouvernemental font l'objet d'une votation populaire au suffrage universel. Ralph Kendi, rien que le lancement de l'initiative, c'est déjà une réussite en soi. Celle-ci nous permet pour la première fois de parler du revenu de base comme d'un projet concret, un avenir possible. Cela démontre aussi qu'il y a un groupe de personnes prêts à se mobiliser pour porter cette idée dans tout le pays. Le projet que nous portons propose un changement radical de société. Quelle que soit la réussite de cette initiative fédérale, elle sera une étape historique dans ce changement. Nous sommes fin décembre 2012, soit près de 9 mois après le lancement de l'initiative, où en êtes-vous aujourd'hui? Bernard, à l'heure où nous donnons cette interview, nous avons obtenu quelques 53 000 signatures de citoyens suisses, soit environ la moitié. Mais pour être certain de réussir, nous devons viser 120 000 signatures, car l'expérience montre qu'il y a toujours environ 10% de déchets lors de la vérification des signatures par les communes. Nous n'avons ni l'expérience ni ne disposons de l'infrastructure et des moyens financiers utilisés par les partis politiques ou organisations professionnelles dans ce genre de procédure. Néanmoins, nous sommes confiants de pouvoir arriver au nombre voulu dans les délais. Anne-Béatrice, nous allons régulièrement récolter dans la rue et sommes un nombre croissant de récolteurs à nous engager, parce que nous croyons profondément en ce projet. Il semble que l'idée fasse son chemin et que de nombreuses personnes, insatisfaites de l'organisation actuelle du système économique, comprennent le changement profond proposé par cette idée et qu'elles y soient favorables. La crise économique,
qui commence aussi à se faire sentir en Suisse, amène les gens à réfléchir sur des façons différentes de vivre ensemble, de manière moins individualiste. Nous sommes nombreux à nous éveiller à cette possibilité et le revenu de base fait partie des solutions qui peuvent porter cet élan sociétal de transformation. Les crises économiques, écologiques, nous posent à tous des questions essentielles. Quel système économique créer pour pouvoir vivre en tant que société avec moins ou pas de croissance? Comment permettre à chacun d'avoir ses besoins de base satisfaits dans un monde où l'emploi diminue, mais pas le besoin en activité? Comment donner sa place à la créativité pour trouver des solutions aux crises et vivre mieux? Comment donner plus de place à ce qui est important pour chacun? En ce sens, promouvoir cette initiative, récolter des signatures est une chance, cela permet de faire passer plus loin le flambeau des questionnements essentiels et du changement. Pour ces raisons, je suis confiante que nous arriverons à récolter les 120 000 signatures. Notez bien que l'atteinte de cet objectif sera en soi un événement, car rares sont les initiatives populaires non lancées par des partis ou syndicats qui arrivent à franchir ce cap. Ralph, l'enthousiasme est ce qui nous anime pour obtenir les signatures manquantes. Pour cela, nous orchestrons des actions concrètes sur le terrain. Le réseau pour le revenu de base organise par exemple un événement le 20 janvier prochain, Génération Revenu de base 100 x 100, pour lequel 100 d'entre nous se sont engagés à récolter 100 signatures chacun, pour franchir une nouvelle étape de 10 000. Qu'avez-vous appris grâce à cette initiative? Comment vous y prenez-vous pour récolter les signatures? Quels conseils donneriez-vous aux autres mouvements européens qui préparent actuellement des initiatives similaires? Bernard, au début, certains d'entre nous étaient pessimistes, car ils avaient l'habitude des initiatives lancées par des organisations traditionnelles, syndicats, partis, lobbies, d'autres au contraire pensaient qu'il suffirait de proposer l'initiative sur les réseaux sociaux comme Facebook et qu'avec un look séduisant les signatures afflueraient quasiment toutes seules. Mais nous avons appris par la pratique que la récolte de signatures doit principalement se faire, dans la vraie vie, c'est-à-dire dans la rue, lors de manifestations, de fêtes populaires ou d'événements, projections du film DVD, débats, et que le travail d'explication doit se faire sur le vif. Cela implique une organisation technique et humaine minimale, des volontaires en suffisance, l'organisation de groupes locaux et des relais dans les médias. Anne-Béatrice, nous sommes dans une situation très différente des pays européens qui vont lancer l'initiative citoyenne européenne et récolter des signatures électroniques. Nous devons récolter les signatures de manière physique, sur papier. Et pour toucher les gens, il est important de trouver des manières de se faire entendre dans les médias, de créer des actions pour être visible et propager l'idée dans la vraie vie. Il est important aussi d'aller dans la rue en étant bien visible. Peu à peu les gens se familiarisent ainsi avec le projet que l'on porte et, à force de nous voir avec des pancartes dans des lieux publics, ils deviennent curieux et s'y intéressent. Ralph, comme l'a bien dit Béa, c'est avant tout une question de communication. Expliquer le principe du revenu de base à une personne complètement néophyte peut prendre 15 à 30 minutes, soit un temps prohibitif pour récolter un nombre suffisant de signatures. Il faut donc avoir une véritable stratégie d'action. Battage médiatique, tous les moyens à disposition sont bons. Collecte des signatures des personnes informées ou qui comprennent instinctivement les enjeux, et distribution d'imprimés avec carte réponse signable et préaffranchie aux autres. Inscription des personnes potentiellement intéressées à collaborer d'une manière ou d'une autre à la campagne. Et il ne faut en aucun cas mésestimer l'impact d'une rencontre et l'effet du bouche à oreille. Chaque personne que l'on approche, qu'elle signe ou pas, aura reçu l'information et sera susceptible de la porter plus loin. Jusqu'ici, quelles ont été les retombées dans la société suisse? Bernard, au moment du lancement officiel de l'initiative en avril dernier, nous avons bénéficié d'une importante couverture médiatique. En Suisse allemande, la première chaîne télévisée nous a même consacré un soir Arena, l'émission politique la plus écoutée du pays. Cela est dû en partie au fait que notre initiative, à la différence de beaucoup d'autres, a un caractère systémique. Le découplage, même partiel, du revenu et du travail ne peut laisser aucun citoyen suisse indifférent.
Certaines organisations, surtout d'orientation écologique, éthique ou même politique, la section vaudoise du Parti des Verts, le syndicat indépendant SINA, pour en citer quelques-unes, nous ont soutenus ou même se sont jointes à différents degrés à nos efforts. Ainsi, nous avons petit à petit appris le métier et commencé à voir nos efforts récompensés. Les réseaux sociaux restent très importants, mais ne sont pas suffisants. Aujourd'hui, l'effet d'annonce s'étant estompé, il est à nouveau plus difficile d'obtenir une couverture médiatique. Pour avoir les journalistes, il faut organiser des événements suffisamment importants avec le soutien de personnalités reconnues, le thème du revenu de base ne suffisant pas à lui seul, d'autant plus que c'est une notion très inhabituelle et donc relativement difficile à expliquer de manière simple et concise. Quelles actions envisagez-vous dans le futur proche ? Anne-Béatrice, la récolte de signatures se terminera en août 2013, donc nous allons continuer d'y mettre toutes nos forces. Afin de faire connaître mieux l'idée et de mobiliser les gens, nous prévoyons un « Printemps du revenu de base » en Suisse romande qui rassemblera des événements très différents, tels un grand débat avec Philippe Van Parijs ou un concours artistique sur le thème, évidemment, du revenu de base. Une fois la récolte des signatures clôturée, quelle sera la suite pour votre mouvement ? Bernard, il faudra se battre pour convaincre la plus grande partie possible du corps électoral. Nous ne sommes pas certains d'obtenir d'emblée un vote positif, mais, pour nous, le simple fait que le revenu de base inconditionnel entre de plein pied dans la vie politique suisse, et que tous les groupes d'intérêt de la société soient mis en demeure de se prononcer sur le changement de paradigme sociétal et économique qu'il implique, représente déjà un immense pas en avant. Dans ce contexte et peut-être déjà plus rapidement nous serons certainement amenés à préciser certains aspects de notre démarche, à la fois concernant le « pourquoi faire », crise écologique, crise de la croissance économique, inégalité croissante, précarité des emplois, effritement du sens du travail, etc., et le « comment faire », financement. Car, en définitive, ce n'est que la dimension du constat qui peut légitimer la radicalité de la rupture systémique engendrée par le revenu de base inconditionnel. Ralph, de même que Anne-Béatrice, je pense que faire aboutir l'initiative fédérale sera un événement en soi. À partir de ce moment, le débat public commencera en Suisse, et sans doute aussi dans d'autres pays limitrophes. En effet, la Suisse joue une sorte de thermomètre dans une Europe où les citoyens ne disposent pas toujours de tels moyens d'expression démocratique. Nous aurons donc certainement fort à faire pour communiquer et convaincre dans les différents médias. Nous devrons aussi trouver des moyens pour toucher la population dans son ensemble en créant notamment des événements et des productions culturelles ou artistiques. Aujourd'hui à Berne, l'initiative populaire fédérale pour le revenu de base inconditionnel a remis à la chancellerie fédérale suisse les 125 000 signatures récoltées, officialisant ainsi le succès de l'initiative et la perspective d'un référendum en Suisse sur ce sujet. D'ici 1 à 4 ans, les citoyens suisses voteront pour ou contre l'inscription du principe du revenu de base dans la Constitution fédérale helvétique. Voici le résultat obtenu grâce à 18 longs mois d'efforts pour récolter plus de 125 000 signatures de soutien à une initiative populaire fédérale. Ce succès majeur dans l'histoire de l'idée du revenu de base vient d'être officiellement célébré à Berne lors de la cérémonie de remise des signatures au Palais fédéral de Berne. À cette occasion, des militants de tout le pays, et d'ailleurs, se sont rassemblés dans la capitale et ont symboliquement déversé 8 millions de pièces de 5 centimes sur la place fédérale. Lors de cette cérémonie, les signatures papier récoltées depuis mars 2012, rassemblées dans pas moins de 80 cartons, ont été remises au service de la chancellerie qui doit maintenant procéder à un ultime recompte avant de fixer la date de la votation populaire. Celle-ci se tient en général dans les 2 années suivant la date de dépôt des signatures. Le gouvernement a également la possibilité de soumettre au vote un contre-projet. Sur place, Anna-Béatrice Duparc estime que 250 personnes étaient rassemblées ce matin sur la place fédérale, dans une ambiance à la fois festive et émouvante.
Un rituel assez habituel en Suisse lorsqu'une initiative obtient le nombre de signatures requises mais, cette fois-ci, le nombre de participants était plus élevé, observe l'activiste du bien suisse, note de la rédaction, Basic Commerce Network. Philippe, un autre activiste, est persuadé que le succès de cette initiative va déboucher sur une plus grande prise de conscience de la société. Le point fort de cette campagne, c'est qu'avant personne ou presque n'avait entendu parler de l'idée. Maintenant, on peut s'attendre à ce que la presse en parle davantage et que cela suscite un vrai débat, pas seulement sur le revenu de base, mais aussi sur la valeur travail. L'impact de cette nouvelle ne s'est d'ailleurs pas fait attendre, plusieurs dépêches et reportages ont été envoyés par Reuters, le Daily Mail ainsi qu'un reportage de Russian Television. Dans la francophonie, plusieurs articles sont parus sur BFM, le matin, tandis que RTS a consacré un reportage dans son journal télévisé du soir. Rappelons-le, même si le chiffre de 2500 francs suisses est régulièrement évoqué, l'initiative présentée ne précise pas le montant d'un tel revenu. Les initiants préfèrent remettre cette question à la démocratie. Proposer un modèle défini de revenu de base diviserait le mouvement alors que nous cherchons au contraire à rassembler, explique Daniel Hanni, l'une des personnes clés dans l'organisation de cette initiative, également qu'auteur de Le revenu de base, une impulsion culturelle, un documentaire phare qui a beaucoup contribué à la diffusion de l'idée du revenu universel. Le mouvement français pour un revenu de base, MFRB, tient à saluer les organisations qui ont porté l'initiative jusqu'à son succès, en particulier le Bien suisse ainsi que Génération Grundeinkommen. Stanislas Jourdan, coordinateur de l'initiative citoyenne européenne pour le revenu de base, a également tenu à saluer le progrès du mouvement suisse. Ce qui se passe en Suisse est révélateur d'un mouvement plus général en Europe, où de nombreux citoyens sont en train de découvrir l'idée du revenu de base et de s'organiser pour que cette idée soit sérieusement prise en compte. Comme en Suisse aujourd'hui, les décideurs doivent maintenant s'attendre à ce que cette question devienne tôt ou tard l'une de leurs priorités. Par crainte que l'idée du revenu de base soit détournée, le Parti socialiste suisse n'ose pas soutenir l'initiative et préfère miser sur une réforme moins ambitieuse de l'État-providence. Après le succès de la récolte des signatures pour l'initiative populaire fédérale suisse pour le revenu de base qui s'est achevée il y a près d'un an avec le dépôt de 126 000 signatures à Berne, l'initiative suit son cours avant le référendum national qui devrait avoir lieu d'ici 2016. D'ici là, les différentes institutions fédérales helvétiques sont amenées à se prononcer pour ou contre cette initiative. Dans ce cadre, le Conseil fédéral, exécutif, avait déjà fait part de son opposition à l'idée du revenu de base en août dernier, jugeant le financement du concept irréaliste, désincitatif au travail et même immoral. Il est de toute façon rare que le Conseil fédéral soutienne des initiatives populaires. Une idée dangereuse selon le Parti socialiste. Alors que l'on attend que le Parlement se penche à son tour sur la question, le Parti socialiste suisse, PSS, a annoncé dans un communiqué de presse son opposition à l'initiative. Le PSS craint qu'un revenu de base faible ne démantèle les acquis sociaux sur un large front. C'est pour cette raison que le PSS juge plus adéquat de corriger les lacunes existantes du système de sécurité sociale et d'améliorer les conditions de travail, explique le communiqué daté du 13 novembre. Pour le bien suisse, ces craintes sont infondées. Le réseau de promotion du revenu de base rétorque par la voix de son président Ralph Kennedy que « toutes les forces politiques présentes au Parlement sont en effet d'accord sur la nécessité d'une protection sociale suffisante ». Si tel n'était pas le cas, le démantèlement aurait déjà eu lieu. En effet, en cas de victoire de l'initiative, ce sera de toute façon au Parlement suisse de définir les modalités exactes de sa mise en place, et donc de faire en sorte que le revenu de base complète la protection sociale plutôt qu'il ne la diminue. Pour contrer l'initiative tout en répondant aux bonnes questions qu'elle pose, le PSS propose la mise en place d'une assurance générale du revenu, AGR, pour combler les trous de la protection sociale actuelle, notamment pour les personnes dont les revenus sont variables comme par exemple les travailleurs indépendants. Évidemment conditionnelle, cette proposition n'est nullement assimilable à un revenu de base.
Si la GR devrait apporter une certaine simplification administrative, elle n'apporte cependant aucun progrès en termes de contrôle humiliant et de la stigmatisation qui peut être ressentie par ses bénéficiaires. En conditionnant des prestations élevées avec la formation suivie ou le dernier salaire touché, il surajoute le problème, par rapport au système social conventionnel, de pérenniser l'inégalité et d'augmenter encore la désincitation à l'insertion professionnelle, estime Ralph Kendi du Bien suisse. En dépit de la ligne officielle de son parti, la conseillère nationale socialiste Sylvia Schenker a favorablement accueilli l'initiative, estimant que l'intégration par le marché du travail était devenue incroyablement difficile, très stressant pour les personnes en difficulté, et tout simplement irréaliste, a-t-elle déclaré à la presse, ajoutant qu'elle est persuadée de ne pas être la seule à soutenir l'initiative dans les rangs du PSS. Le président du comité d'initiative Oswald Sig est d'ailleurs membre du Parti socialiste et ancien vice-chancelier de la Confédération. À la suite de cette prise de position historique du PSS, les commissions parlementaires de la sécurité sociale et de la santé auditionnaient jeudi et vendredi dernier les porteurs de l'initiative pour un revenu de base. À 15 voix contre 6, les deux commissions ont décidé de ne pas préparer de contre-projet indirect à l'initiative, c'est-à-dire un projet de loi visant à mettre en œuvre directement dans la loi les demandes des initiants sans attendre une votation. Autrement dit, la proposition d'assurance généralisée poussée par le PSS n'a pas été retenue à ce stade par les commissions parlementaires. La Commission doit poursuivre ses discussions sur le sujet courant 2015 afin de décider si elle souhaite ou non lancer un contre-projet direct, c'est-à-dire un contre-projet qui sera soumis à la votation populaire en parallèle de celle des initiants. 35% des Suisses seraient favorables à l'idée du revenu de base. Au-delà des pourparlers politiciens, que pense le peuple suisse de l'idée du revenu de base ? Le résultat d'un premier sondage effectué sur le site web du quotidien 20 minutes montrerait que plus de 34% des 6700 participants seraient favorables à l'idée, tandis que 20% seraient favorables, mais pensent que l'idée n'est pas réaliste. Au final, seuls 43% seraient fermement opposés à l'idée. De quoi rester positif jusqu'à la votation en 2016 ? Approcha, le financement d'un revenu de base par l'impôt sur le revenu. Cette proposition s'appuie sur le travail de Marc de Basquiat dont on peut trouver un résumé de la thèse. Il s'agirait de mettre en place un revenu de base financé par un impôt proportionnel qui viendrait remplacer le système actuel du RSA, de la prime pour l'emploi et des exonérations de cotisations patronales, réduction Fillon. Il y aurait par ailleurs un revenu de base enfant plus faible, versé dès le premier enfant, contrairement aux allocations familiales. Il viendrait remplacer les allocations familiales, ainsi que le quotient familial dont bénéficient les familles les plus riches. Ce revenu de base serait financé par un impôt proportionnel sur l'ensemble des revenus. L'impôt serait individualisé, tout comme le revenu de base, et idéalement prélevé à la source, comme l'est actuellement la CSG. Par ailleurs, le système public d'assurance chômage, le système de retraite, l'assurance maladie, l'aide pour le logement et les autres prestations particulières sont maintenus telles quelles, allocation adulte handicapé, aide personnalisée d'autonomie, etc., mais leur mode de financement est modifié, le chômage et la retraite prestations contributives dont le montant dépend de la cotisation sont financés uniquement par cotisation sur les salaires tandis que l'assurance maladie est universalisée et financée par une CSG assise sur tous les revenus. Le financement par un impôt proportionnel donne une réponse aux sceptiques du revenu de base qui demandent souvent « mais pourquoi le distribue-t-on aussi aux plus riches ?» Dès lors que l'on considère le couple revenu de base plus impôt proportionnel, on se rend compte que celui-ci opère la même distribution que le ferait un impôt qui serait négatif en dessous d'un seuil de revenu et positif au-dessus. Plus le montant du revenu de base est élevé, plus le taux de l'impôt proportionnel qui le finance sera élevé et donc plus la courbe rouge du schéma ci-dessus sera aplatie.
Les propositions de montant varient entre les 425 € par adulte et 200 € par enfant proposées par Marc de Basquiat dans sa thèse Proposition sans augmentation du taux net de prélèvement obligatoire moyen et la proposition de Baptiste Milondo d'un revenu de base à 750 € par adulte. Pour plus de détails sur les effets redistributifs de chacune des propositions, voir la rubrique « Quel montant ?». Approche B. Regardez la part d'autofinancement. Il ne s'agit pas tant là d'une autre forme de financement que d'une autre manière d'aborder la question. Il s'agit de regarder le coût de l'ensemble des prestations non contributives que le revenu de base rendrait obsolète ainsi que celui de l'ensemble des politiques de subvention à l'emploi qui disparaîtraient avec l'instauration du revenu de base. Cette approche est notamment adoptée par Jean-Marie Monnier et Carlo Vercellone, 2006, ou par Baptiste Milondo, 2010. Ainsi Baptiste Milondo estime, d'après les chiffres de 2010, que l'on pourrait financer un revenu de base de 200 € par adulte et 60 € par enfant avec le budget des minima sociaux, RSA, allocations spécifiques de solidarité, des bourses d'étudiants, des allocations familiales, des aides pour le logement et des différentes politiques de subvention à l'emploi. Il faudrait alors chercher le complément par d'autres pistes, en augmentant la CSG, proposition de Baptiste Milondo, en augmentant l'impôt sur le capital, en luttant contre la fraude et l'évasion fiscale, en faisant rentrer le revenu de base dans le revenu fiscal ou en mettant en place une taxe sur les transactions financières, proposition de Jean-Marie Monnier et Carlo Vercellone. Approche C. La fusion de l'aide sociale, du système de chômage et du système de retraite dans un revenu de base. Il s'agit de la proposition de Jacques Marseille, dont on peut trouver ici un résumé, proposition de Jacques Marseille. D'autres membres du mouvement défendent un revenu de base issu de la fusion entre le système de chômage, le système de retraite et l'aide sociale en général, aide pour le logement éventuellement incluse. L'assurance maladie est maintenue telle qu'elle du fait qu'elle protège contre des risques qui touchent très inégalement la population. Ainsi se substituerait aux cotisations salariales actuelles une TVA d'un montant comparable. Ce faisant, on estime que l'on pourrait financer un revenu de base autour de 600 € par adulte et 300 € par enfant. Une telle proposition permet de financer un revenu de base d'un montant supérieur au RSA actuel sans augmenter les taux de prélèvement obligatoires. On pourrait ensuite proposer d'augmenter l'impôt sur le revenu par exemple, si l'on souhaite financer un revenu de base plus élevé. L'inconvénient réside dans le fait que les retraités sont les grands perdants d'une telle proposition, puisqu'ils verraient leur pension actuelle réduite au niveau du revenu de base, alors que certains d'entre eux ont cotisé toute leur vie pour financer la retraite de la génération précédente. Ainsi une telle proposition n'est pas forcément ressentie comme légitime, et peut en tout cas difficilement être applicable dans l'immédiat. Il faudrait une longue transition pour basculer d'un système de cotisation pour la retraite à un système de revenu de base unique. Approche D. Transformer la forme de création monétaire. Aujourd'hui, la monnaie est créée par le crédit bancaire. Au moment où une banque fait un crédit à une entreprise ou un ménage, elle ne mobilise pas de la monnaie qu'elle a dans ses caisses, elle crée la monnaie qu'elle prête. Elle équilibre ensuite ses comptes grâce au dépôt bancaire permis par ce nouveau prêt, ou alors en empruntant aux autres banques ou à la banque centrale le montant nécessaire. Au contraire, la monnaie est détruite lorsqu'un emprunteur rembourse son crédit à la banque. Cette forme de création monétaire a deux inconvénients, elle est inégalitaire et elle accroît les bulles spéculatives et les risques de crise qui peuvent s'ensuivre. Elle est inégalitaire, car comme le dit le dicton, on ne prête qu'aux riches, on prête plus facilement et avec un taux d'intérêt plus faible à un ménage ayant un gros apport et un revenu conséquent ou à une multinationale qu'à un ménage modeste ou à une PME. Ainsi la forme que prend aujourd'hui la création monétaire bénéficie plus aux riches qu'aux pauvres. Par ailleurs, cette forme de création monétaire accroît les cycles. En période de croissance, les perspectives de profit sont élevées et incitent de nombreux opérateurs financiers à s'endetter pour investir sur les marchés financiers en utilisant l'effet levier. Le risque est grand alors qu'apparaisse une bulle spéculative, l'augmentation du crédit, qui accroît la masse monétaire, est investie sur le marché des actifs,
boursiers ou immobiliers, augmentant ainsi leur valorisation. Ceci incite toujours plus d'opérateurs à s'endetter afin de bénéficier de ces hausses de prix. Ce cycle auto-entretenu conduit à une survalorisation des actifs bien au-dessus de ce que reflètent les fondamentaux économiques. Lorsque les investisseurs se rendent compte que les actifs qu'ils ont achetés sont survalorisés, ils cherchent à les revendre au plus vite, ce qui diminue encore plus le prix de ces actifs conduisant à une spirale déflationniste. C'est l'explosion de la bulle qui débouche sur la crise. Les agents ayant des titres trop dévalorisés en comparaison de leurs dettes préfèrent se désendetter plutôt que de consommer, ce qui accélère le processus dépressif. Et le désendettement est d'autant moins efficace que plus les agents veulent se désendetter, plus ils vendent leurs actifs et plus la valeur de ces actifs chute. Dans ces périodes de reflux du crédit et de hausse des remboursements, la masse monétaire se contracte. C'est ce qu'a montré Irving Fisher dès 1933. En outre, dans ces périodes de crise, la Banque centrale cherche à relancer l'activité en favorisant le crédit par des taux d'intérêt quasi nuls. Mais les entreprises et les ménages étant trop peu confiants dans l'avenir, peu d'entre eux prennent le risque de s'endetter. Alors, l'essentiel du crédit est utilisé par les banques pour rééquilibrer leur bilan, voire par certains investisseurs pour spéculer sur les marchés. Ils n'alimentent donc pas l'économie réelle. Le dilemme est alors le suivant: comment permettre une création monétaire nécessaire pour maintenir le dynamisme de l'activité sans qu'elle n'alimente des bulles de crédit? Certains d'entre nous proposent ainsi que la création monétaire, plutôt que de se faire par le crédit, se fasse par la distribution à chaque citoyen d'un revenu de base, un dividende monétaire en somme. De leur côté, les banques n'auraient plus la possibilité de créer de la monnaie par le crédit et ne pourraient prêter que ce que les épargnants auraient placé en dépôt à terme et ce que la Banque centrale accepterait de leur prêter. Un tel système permettrait que la monnaie en circulation soit plus permanente, que son volume soit beaucoup plus stable et maîtrisable par la Banque centrale. En outre, la monnaie étant directement distribuée aux individus qui ont le choix entre la consommer ou l'investir, notamment dans une entreprise personnelle, elle alimenterait directement l'économie réelle. Avec une telle proposition, au sein de la zone euro, si l'on prenait l'agrégat M3 comme indicateur de la masse monétaire, c'est-à-dire l'agrégat le plus large, et si l'on propose que 100% de la création monétaire soit redistribuée sous forme de revenu de base, on pourrait financer un revenu de base de 150 € par mois par individu de la zone euro, avec le taux de croissance annuel moyen de M3 ces 10 dernières années, à savoir 6%. Soulignons que ce montant représente une estimation haute de ce dividende monétaire. Approche la justice foncière à la Thomas Paine. Pour Thomas Paine, la justice agraire, 1795, le revenu de base se justifie comme la redistribution d'un patrimoine naturel commun qui ne saurait être légitimement approprié par une minorité. À l'époque de Thomas Paine, ce patrimoine commun désignait avant tout la terre, qui avait été largement privatisée par une minorité de propriétaires terriens, particulièrement en Angleterre avec le phénomène des « enclosures » du XVIe au XVIIe siècle. Considérons donc la proposition d'un revenu de base comme outil de redistribution de la richesse procurée par le foncier. Il s'agirait donc de taxer la rente foncière, c'est-à-dire de mettre en place un impôt foncier proportionnel au prix du foncier pour financer un revenu de base. Une telle proposition n'est pas dénuée d'avantages en termes de justice, mais aussi d'efficacité économique. En termes de justice, cela permettrait une redistribution du revenu en défaveur de ceux qui ont eu la chance d'acheter bon marché un bien immobilier ou foncier qui a vu sa valeur augmenter au cours du temps, typiquement, la personne qui achète un logement à Paris, et en faveur de tous ceux qui n'ont pas pu saisir ces opportunités. Mais en termes économiques, en rendant plus coûteuse la propriété du foncier dans les zones denses, cela encouragerait les propriétaires à en faire le meilleur usage, louer ou vendre un appartement lorsqu'ils ne l'occupent pas, construire un étage supplémentaire, etc. Ainsi, taxer plus le foncier dans les zones denses réduit la hausse des prix liés aux pratiques de spéculation des investisseurs, car l'impôt payé par ce dernier le dissuade d'attendre la hausse des prix avant de mettre son logement sur le marché. Une telle proposition implique toutefois une refonte totale de l'impôt foncier,
qui serait alors payé à l'échelon national alors que pour le moment il finance les collectivités locales. De plus, ça ne peut suffire à financer un revenu de base conséquent. Approche F, financement par l'impôt sur le patrimoine. On peut élargir l'idée de l'impôt sur le foncier à l'ensemble du patrimoine des ménages. Ainsi Marc de Basquiat propose une taxe sur l'actif net, temps, appliquée sur l'ensemble du patrimoine immobilier, mobilier et financier des ménages dont on déduit leurs dettes. Fixée à 1% de l'actif net des ménages au-dessus d'un certain seuil, une telle taxe pourrait rapporter chaque année 80 milliards d'euros. Les ménages français détiennent 11 000 milliards d'euros de patrimoine, dont 62% de patrimoine foncier, soit de quoi financer un revenu de base mensuel d'environ 120 euros par adulte et 60 euros par enfant. Elle aurait en plus l'avantage d'être très fortement redistributive dans la mesure où les inégalités de patrimoine sont en France beaucoup plus fortes que les inégalités de revenus. Les 10% de ménages les plus riches détiennent en 2010 48% de l'ensemble du patrimoine des ménages. Source, INSEE. Approche G, la redistribution de la rente pétrolière. Revenons aux propositions d'un revenu de base lié au partage d'un patrimoine commun, pensé en premier lieu par Thomas Paine concernant la terre. On peut étendre ce raisonnement à d'autres ressources naturelles représentant un bien commun, ressources halieutiques, aquatiques, forêts, mais plus particulièrement aux ressources hydrocarbures qui procurent une rente très élevée. Deux États pratiquent déjà un revenu de base lié à une rente pétrolière, l'Alaska et l'Iran. En Alaska, il est inscrit dans la Constitution que les ressources hydrocarbures appartiennent aux Alaskiens, si bien que chacun d'entre eux reçoit chaque année un chèque issu de la capitalisation de la rente pétrolière. Le montant varie autour de 1 500 $ par an. En Iran, un revenu de base a été mis en place en 2010 pour remplacer les pratiques de subvention de la nourriture et de l'essence. Une telle mesure est ainsi plus économique, la vente d'essence rapporte plus à l'État, car elle est vendue à son prix international, plus écologique, un prix de l'essence plus élevé encourage chacun à l'utiliser avec plus de parcimonie, et plus juste socialement, un ménage pauvre sans voiture préfère un revenu de base plutôt que l'essence subventionnée. Bien entendu, en France on n'a pas de pétrole. Mais une telle proposition de redistribution de la rente pétrolière serait un progrès dans des pays où celle-ci est accaparée par une minorité, Birmanie, Nigeria, Algérie, Gabon. Approche H, le chèque vert est déjà un revenu de base. La réduction de nos émissions de CO2 nécessaire pour limiter l'effet de serre passera très probablement par la mise en place d'une taxe carbone. Se posera alors la question de l'utilisation des recettes de cette taxe carbone. Dans la proposition de loi de 2009, qui a finalement été abandonnée, il était proposé que les recettes de la contribution énergie-climat soient redistribuées à tous les ménages sous forme de chèque vert. Si ce chèque vert est distribué à tous de façon inconditionnelle et individualisée, alors ce sera un revenu de base. Et de fait, c'est la seule forme de distribution légitime qu'il peut y avoir. En effet, tout comme le droit d'utiliser la terre chez Thomas Paine, le droit à polluer ne saurait être distribué inégalement entre les femmes et les hommes s'il n'y a pas de compensation versée. Ainsi une taxe carbone redistribuée sous forme de chèque vert ne serait qu'une manière juste et efficace de taxer ceux qui polluent le plus et de récompenser ceux qui polluent le moins. Toutefois, tant que la taxe carbone reste à des taux faibles, on ne saurait y voir une source de financement du revenu de base, mais plutôt une éventuelle source complémentaire. Excellent l'idée du revenu de base, à condition toutefois que nos chers lobbies et autres instances françaises commerciales ou non, n'en profitent pas pour augmenter les prix de vente à la consommation de manière inconsidérée, dixit le passage à l'euro, pour ne citer que lui. Ce qui serait révolutionnaire, c'est une vie décente pour chaque personne de ce pays. Ce devrait être la première des préoccupations d'un président. J'y croirai le jour où les restos du cœur fermeront. Alors une vie décente, de base, oui. Les libéraux qui préconisent cette solution voient aussi faire des économies. Plus d'obligation de pointer à Pôle emploi et faire semblant de chercher un travail qui n'existe presque plus pour certains. Plus de paperasserie pour le RSA, donc allègement des charges administratives, etc.
Une réflexion approfondie sur cette question vaut vraiment le coup. Comment par exemple insérer le bénévolat dans ce dispositif? De toute façon, ce revenu existe déjà en partie, mais morcelé, conditionné et limité dans le temps. En actualisant ces chiffres et en les adaptant au nouveau régime social impact du RSA post-chômage, on parvient à un coût du chômage de 76 milliards annuels répartis entre 42% pour l'UNEDIC, 31,6 milliards, 31% pour la sécurité sociale, 23,3 milliards et 27% pour l'État et les collectivités locales, 20,1 milliards. Une aide de 300 € pour les chômeurs de plus de 60 ans attendant leur retraite. Oui, il faudra bien en venir un jour à un revenu universel d'existence déconnecté du travail, vu que celui-ci disparaît. Par ailleurs, les inégalités de revenus et de patrimoine ne cessent de croître depuis 40 ans. Un ISF européen par exemple pourrait alimenter un fonds sans pénaliser un pays. Et quelle pub pour l'UE ou la zone euro. D'ailleurs même des libéraux sont pour ce revenu universel d'existence, car ils voient faire des économies dans la réduction des certains services sociaux plus ou moins utiles, comme Pôle emploi dont on pourrait réduire de moitié les effectifs. Ce chômage involontaire constitue une telle obsession sociale que, après la période exceptionnelle des 30 glorieuses, la remise en cause de l'État-providence et la fin du lien pérenne à l'emploi offrent le spectacle d'une société minée par le chômage et l'insécurité sociale. Si modernité se décline avec précarité. Jean-Marie Haribey affirme que l'on ne peut distribuer de revenus sans l'associer à un travail, et qu'un travail ne peut être rémunéré que s'il passe par l'une des deux formes de validation sociale que sont le marché et la collectivité. Mais ce principe n'est plus pertinent aujourd'hui. Il faut d'abord prendre la mesure exacte du problème. Mon article, non publié par le Plus, car pas dans la ligne éditoriale, a atteint toutefois près de 20 000 lecteurs fait le tour de cette question essentielle de la robotisation, automatisation, numérisation, faites-le vous-même, invasion des bullshit jobs ou métiers à la con. Il est urgent d'avoir conscience de la disparition du travail en lui-même. L'accroissement des inégalités qui trouve là son principal mécanisme, avec une fiscalité favorable aux plus riches. Nécessaire réduction du temps de travail. Plus juste répartition pour tous de la valeur ajoutée. Urgente harmonisation fiscale et sociale dans l'UE. Moins de 5% des chômeurs devraient retrouver un emploi en 2015. Taux de retour à l'emploi. Ensemble des chômeurs, 4,7%. Chômeurs retrouvant un contrat de plus de 6 mois, 2,8%. Plus de 50 ans, 2,4%. Bénéficiaires du RSA, 3,5%. 3 ans après la fin des études, 4 jeunes sur 10 ans travaillent. À nous, une employée à Pôle emploi est-il un bullshit job? Faire semblant de chercher du travail pour des gens qui savent qu'ils ont peu de chances d'en trouver et qui pour certains ont cédé au découragement. Voici la définition du mouvement français pour un revenu de base. Le revenu de base est un droit inaliénable, inconditionnel, cumulable avec d'autres revenus, distribué par une communauté politique à tous ses membres, de la naissance à la mort, sur base individuelle, sans contrôle des ressources ni exigence de contrepartie, dont le montant et le financement sont ajustés démocratiquement. Les EBE pourraient-ils nous envisager une meilleure formule? Historique. Un rapide historique. En 1989, un physicien nucléaire était engagé par des services militaires des États-Unis, en qualité de chargé d'une mission, top secret, dans un établissement gouvernemental également secret, concernant des recherches sur les UFOs, désigné sous le nom de code, Zone S4. Sa mission était de devoir reproduire le système de propulsion d'un appareil volant, d'origine externe à notre planète. Dès les premiers essais nucléaires et les premières explosions atomiques, des observations en masse d'OVNI ont été répertoriées sur ces sites sensibles et à leur proximité. Un signal venait d'être donné aux entités de l'univers que cette planète abritait une forme technologique d'un haut niveau et une société avancée. De nombreux récits, considérés comme autant de légendes, font état de chariots de feu, traversant le ciel, et ce, depuis des siècles.
Des peintures rupestres datant de 7000 ans montrent des extraterrestres et des ovnis, parfaitement authentifiés. C'est à partir de ces explosions de bombes atomiques que des vagues déferlantes d'ovnis ont pu être observées individuellement ou collectivement, filmées et photographiées, partout sur la Terre. Parmi des documents gouvernementaux, top secrets, récemment divulgués au public, l'un d'eux confirme qu'un UFO, accidenté, aurait été récupéré, dans sa totalité, le 7 juillet 1947, près de la base de Roswell au Nouveau-Mexique, dans un but de recherche scientifique. À l'époque, un premier communiqué militaire faisait état de cette récupération. Face à l'engouement suscité par cette révélation, ces mêmes militaires divulguèrent une information contradictoire. Ils s'adaptèrent ensuite à des directives qui consistaient à récupérer un maximum d'observations et de pièces à conviction sur ce sujet, tout en dénigrant systématiquement toute allusion sur les faits, afin de détourner l'attention. Le président Harry S. Truman, alors le 33e des États-Unis, décida de créer une équipe en charge de cet épineux dossier. Le Majestic 12, ou MJ-12 était né. Son rôle était d'obtenir un maximum d'informations sur le sujet des UFOs tout en cachant son impact. Ce n'est qu'après de nombreuses actions judiciaires, concernant la liberté d'accès aux informations, que quelques dossiers ont pu être dévoilés. Certains de ces dossiers font état de la récupération d'appareils et de témoignages particulièrement dignes de foi. Tous ces dossiers faisaient d'abord référence à l'impérative nécessité de la sécurité nationale. Divers dossiers militaires de conclusion précisent que ces objets sont bien réels. Les objets y sont décrits comme ayant des caractéristiques particulières de construction et de déplacement, incompatibles avec ce qui est connu par la technologie humaine. Il y est précisé qu'ils représentent un avantage technologique particulièrement avantageux. Toutefois, malgré la volonté du gouvernement américain de vouloir contrôler la situation, pour pouvoir maintenir une crédibilité sur sa sécurité nationale, l'ampleur des phénomènes aériens ne le leur permettait plus. Aussi, un dispositif de contrôle militaire permanent fut mis sur pied. Certains pays, comme le Brésil, divulguaient des photos et des informations concernant le passage des ovnis sur leur territoire. Il devenait de plus en plus difficile, aux autorités militaires américaines de pouvoir continuer à occulter la réalité de ce préoccupant sujet. Des objets volant à des vitesses supérieures à 10 000 km/h, s'arrêtant brusquement et stationnant au-dessus du Capitole, observés par de nombreuses personnes dignes de bonne foi, firent l'objet d'un grand questionnement. L'US Air Force déclara que ce qui avait été vu, filmé et photographié par le public, n'était rien d'autre qu'une inversion de température. Une tactique officiellement fut mise en œuvre pour pouvoir gérer la situation. Elle consistait en un protocole militaire destiné à éduquer, tout en démystifiant le phénomène UFO. La nécessité de négation scientifique s'imposait. Le discrédit systématique était organisé avec mensonges à l'appui. Seules des explications douteuses devaient être livrées. Dans le même temps, un rapport officiel de l'US Air Force, en date de janvier 1953, précisait que les manœuvres, apparemment contrôlées, observées par des personnes éminemment compétentes, de certains objets volants, doivent être considérées d'une origine interplanétaire. Un projet, Blue Book, fut alors élaboré afin de réaliser une campagne globale de désinformation, à partir d'arguments scientifiques, sur les témoignages des civils. Il fut interrompu en 1969. Ce que le réseau militaire et le MJ-12 savaient depuis longtemps, la NASA, organisme chargé de l'exploration de l'espace, a été contraint de constater que toutes ces activités étaient complètement surveillées, dans l'environnement de la Terre, autour de celui de la Lune et aussi de celui de la planète Mars. Sa politique officielle a été d'ignorer l'existence des UFOs. Dès 1970, les sondes Viking firent des découvertes inattendues d'édifices inexpliqués à la surface de la planète Mars. Aucune explication sérieuse ne fut indiquée. Cependant, de nombreux témoignages d'astronautes laissaient augurer d'étranges rencontres, rapidement démenties par leurs autorités de tutelle. La version officielle faisait état de débris de l'espace et d'anomalies spatiales.
Malgré tout, ce sont des centaines de milliers de témoignages qui ont été enregistrés et d'autres continuent à l'être à la constance d'un toutes les 4 heures. Le président Jimmy Carter, parce qu'il en avait été un témoin privilégié, selon un rapport officiel très détaillé, au temps où il n'était encore que gouverneur de la Nouvelle-Géorgie, voulait faire toute la lumière sur ce sujet, auprès de ses concitoyens, dès qu'il fut président. C'est avec un grand regret qu'il dut se résoudre à n'en rien faire. Les arguments qui lui avaient été exposés étaient trop considérables. Plusieurs discours du président Ronald Reagan et tout particulièrement celui de l'Assemblée générale des Nations unies en 1997, faisaient allusion à de possibles invasions envisageables d'entités extraterrestres. Une telle situation, disait-il, provoquerait une impérative nécessité d'entente entre tous les pays. La zone S4, selon certaines révélations, était dotée de plusieurs hangars abritant divers appareils d'une technologie inconnue par les quelques physiciens chargés d'en explorer les capacités. Leur rôle était de comprendre la technologie de ces appareils et de les reproduire. De nombreux essais en vol y étaient régulièrement organisés. Aucune information particulière ni formation adéquate n'était proposée à ces personnels hautement qualifiés. L'un d'entre eux précisa qu'il croyait, en les découvrant, que ces appareils volants aux formes particulières et plutôt en forme de double soucoupe inversée, étaient tous de conception humaine. Ce n'est qu'en découvrant l'intérieur de ces différents appareils, qu'il comprit qu'il lui fallait définir quel était leur mode de propulsion utilisé et, pour lui, complètement inconnu. Les tests de vol, effectués à proximité immédiate, révélaient des utilisations énergétiques à haute tension. L'étude de leur système de propulsion lui révéla qu'il était doté de plusieurs grands amplificateurs de gravité. La particularité de ces amplificateurs consistait en leur positionnement indépendant les uns des autres. Ces dispositifs émettaient des ondes gravitationnelles. Un générateur de gravité permettait à l'appareil de quitter le sol. Contrairement au principe de propulsion de nos aéronefs qui consiste en une poussée vers l'arrière pour une propulsion vers l'avant en zone de vol, leur système était inversé. Dès qu'il était stabilisé en mode stationnaire par un générateur, des générateurs de gravité étaient actionnés et créaient une distorsion afin de suspendre la gravité. Une espèce de pente était occasionnée à un endroit de l'appareil et celui-ci n'avait plus qu'à descendre cette pente continuelle. Des déplacements particulièrement incongrus, pour notre compréhension sur les évolutions aériennes, rapportées par des témoins, s'expliqueraient par l'utilisation d'un seul générateur, utilisé en mode atmosphérique. L'utilisation de tous les générateurs de gravité, appelés configuration delta, ne devait être réalisée qu'en mode de propulsion spatiale. Une puissante source d'énergie entourerait ces appareils en vol en leur configurant un halo gazeux ionisé. Ce mode d'évolution serait appelé propulsion par champ d'énergie. Les différents appareils, alors à disposition, apportaient leur lot de particularités. Un sentiment étrange envahissait certains physiciens, chargés de ces études, lorsqu'ils pénétraient à l'intérieur de ces spacecraft. De nombreux sujets ont pu être développés en votre compagnie, et pour ce qui me concerne, je suis allé de surprise en surprise au cours de mes recherches, en confrontant diverses hypothèses m'amenant à quelques considérations inattendues, notamment que l'espèce humaine pouvait être issue d'une branche de grands singes, selon des théories scientifiques. Mais ma plus grande surprise a été de découvrir que des légendes religieuses pouvaient aussi avoir de réels fondements, tels que celle d'Adam et d'Ève. Les deux hypothèses sur les origines de l'humanité se retrouvaient dans la même région d'Afrique, et le rapport entre les deux, c'est que des extraterrestres pourraient être à sa genèse par suite d'une manipulation génétique créant notre espèce. Je ne m'en suis pas encore remis. Abduction. Le terme anglais « abduction » a été traduit en français par « enlèvement ». Ce terme a été apparenté aux enlèvements d'humains par des extraterrestres, des enlèvements qui auraient été quelquefois suivis d'un plan, dûment constaté, dans certaines parties du corps de ces personnes enlevées. Des évaluations du nombre d'abductés pourraient atteindre plusieurs centaines de milliers de personnes représentant un problème de légitimité.
Des espèces ethniques extérieures à notre planète seraient-elles en charge de surveiller l'avenir de l'espèce humaine? La continuité de l'évolution de notre civilisation représenterait-elle un intérêt cosmologique? Il est assez facile de comprendre qu'actuellement notre société ne serait pas en mesure de supporter psychologiquement la prise en main, directe et connue de notre avenir. Aussi pouvons-nous supposer une manœuvre indirecte et discrète de notre devenir, par une ingérence pondérée. Il s'agirait donc d'une programmation temporaire et volontaire pour nous faire franchir les obstacles irréversibles de notre civilisation vers un avenir plus prometteur que celui de l'extinction envisagée et actuellement évaluée de notre espèce. Ce phénomène des abductés pourrait correspondre à une hybridation volontaire, pour une mise en condition, qui permettrait à l'espèce humaine d'être en mesure d'accepter une nouvelle organisation rectificative de l'évolution humaine vers une orientation plus moralisée et plus conforme à des préceptes prédéfinis des évolutions des espèces à l'échelon cosmique. Il pourrait s'agir d'une logique de programmation pour un éventuel débarquement de masse d'ethnies favorables à notre progression, sans qu'il y ait un risque d'involution, soit d'extinction, de la civilisation humaine. Cela correspondrait à chercher à faire évoluer différemment l'espèce humaine, par sa propulsion vers un niveau de conscience supérieur, tout en cherchant à respecter son libre arbitre. À quoi pouvons-nous relier les apparitions des agroglyphes, correspondant à des dessins effectués généralement dans des champs de céréales, dans la plupart des pays, mais peut-être d'une façon plus insistante en Grande-Bretagne? Ils seraient tracés par une entité de voyageurs venus d'une autre planète. Leur fonction, de ces dessins, serait de chercher à exercer une prise de conscience progressive de la réalité extraterrestre, pour une interrogation légitime concernant la provenance de ces dessins. Leurs réalités sont efficientes malgré les dénigrements systématiques des autorités, reliées par les moyens d'information, afin de supprimer toute tentative de recherche scientifique ou autre, à ce sujet. Toutes ces manifestations, incontrôlables par les autorités et les militaires, représenteraient une intensification des signes, pour une prise de conscience des populations. Ils œuvreraient vers une acceptation progressive envers la pluralité des espèces d'intelligence supérieure dans le cosmos, malgré les obstacles et les discrédits permanents et intellectuellement dirigés, des oligarchies dirigeant la civilisation humaine. Leur préoccupation essentielle étant un ethnocide, donc d'une extinction de notre société par l'annihilation, c'est-à-dire une remise en question brutale des croyances fondatrices de nos propres cultures, et le constat de l'absurdité de nos modèles de vie et de pensée. Il conviendrait donc d'éviter un choc culturel destructeur de notre civilisation humaine, et de notre humanisme anthropocentrique. La démonstration, non seulement de l'existence de civilisations cosmiques plus évoluées, de plusieurs centaines de siècles d'avance sur nous, mais surtout de la présence de certaines d'entre elles sur notre Terre, pourrait provoquer immédiatement un chaos total de notre organisation sociale. Découvrir. Comment découvrir une planète? Si notre technologie actuelle ou à venir nous permettait de partir à la découverte du cosmos, quelles seraient nos démarches? La première difficulté consistera d'abord à s'affranchir des distances cosmiques. Nos appareils de transport devront pouvoir varier leurs seuils énergétiques pour pouvoir passer de notre dimension vers une autre dimension située dans l'univers gémellaire de notre univers physique. Cette possibilité particulière de notre cosmos permettant de raccourcir l'espace et de pouvoir effectuer des changements de cadre dimensionnel. De telles particularités cosmologiques permettraient de raccourcir les espaces de plusieurs dizaines d'années-lumière, à quelques mois. Toutefois, cela n'est évidemment pas aussi simple, car il est indispensable de respecter des axes cosmologiques de transfert. D'autres raccourcis plus efficients seraient envisageables, à partir de transferts occasionnels par d'autres cosmos gémellaires. Plusieurs changements d'axes dimensionnels permettraient des raccourcis encore plus importants, qui agiraient non plus seulement sur l'espace, mais aussi sur le temps. Il conviendrait sans doute, ensuite, une fois parvenu à destination d'une planète à observer, d'effectuer une première reconnaissance orbitale des conditions physiologiques de la planète découverte, puis de ses conditions de vie.
En particulier, il conviendrait d'établir si une espèce animale évoluée y est repérée et quelles sont ses configurations évolutives. S'il s'agit d'une espèce humanoïde, quels sont ses modèles sociaux et d'agressivité éventuels. Il suffirait ensuite d'établir une base secrète et souterraine de repli, permettant d'établir une structure de reconnaissance des niveaux d'évolution et de stratégie de l'espèce dominante déterminée. En raison de considérations universellement admises, cette variété d'explorateurs aurait d'abord pour vocation de comprendre, sans agir, et donc d'évoluer avec la plus grande discrétion. Cela consisterait à recueillir un maximum d'informations. Comment fonctionnerait un corps expéditionnaire de reconnaissance et de quels spécialistes serait-il constitué? Pourquoi pas un psychobiologiste, un physicien, un intercommunicant, un sociologue également spécialisé en pathologie digestive? La nourriture sur une nouvelle planète représenterait un risque majeur pour un corps expéditionnaire. Il conviendrait donc de connaître et de comprendre les risques encourus. Les protéines pouvant fonctionner différemment d'une planète à l'autre. Cette fonction de découverte à travers notre galaxie serait déjà opérationnelle. Elle aurait été programmée avec le projet de la guerre des étoiles et le Solar Warden. Des programmes spatiaux terriens, américano-russes, seraient capables de missions interplanétaires utilisant l'antigravité. Une flotte, ultra secrète, d'engins interplanétaires, utiliserait un champ électromagnétique créé par des charges électrostatiques, et qui serait doté d'armements à rayonnement de particules, enveloppant les appareils et permettant de détruire les débris dangereux circulant dans l'espace. Une de ces missions serait d'assurer la défense de la planète Terre et de la Station spatiale internationale. Une autre aurait en charge les activités spatiales, officielles, la gestion des satellites en orbite, celle des missiles nucléaires et du renseignement. Cette flotte serait composée de 8 vaisseaux de grande taille pouvant embarquer jusqu'à 300 personnels hautement qualifiés, en opération spatiale, composés de terriens et d'entités extérieures, ainsi que de plusieurs dizaines de petits appareils de liaison. Si nous avions à nous observer, par rapport à une nouvelle ethnie découverte, en fonction des évolutions biologiques et de leurs divergences, nous aurions à déterminer quelles sont leurs différences dans leur organisation sociale, économique et intellectuelle. Chaque individu devant pouvoir s'épanouir d'une façon libre et harmonieuse, à condition que son organisation sociale ne soit pas sclérosée. Cette société ne peut pas être équilibrée si ses composants sociaux n'ont pas conscience de ces aléas sociétaux. Il doit y avoir obligatoirement un respect de chaque personne pour lui permettre d'épanouir ses propres qualités mentales. La progression d'une société ne peut se réaliser que si chaque unité apporte sa propre contribution la plus constructive possible à l'ensemble de sa société. Les paramètres d'orientation sociétaux seraient alors facilement identifiables. Organisation sociale. Une autre organisation sociale. Une hiérarchie sociale doit être élaborée à partir des sujets les plus efficients à diriger les ensembles communautaires, pour une durée préétablie. Certains paramètres sélectifs devront être utilisés pour connaître au mieux les capacités telles que, en plus d'un très haut niveau d'intelligence, des aptitudes particulières d'un haut niveau de raisonnement psychique et philosophique. Une aristocratie, ainsi organisée, doit être totalement contrôlée par des modèles évaluatifs efficients où les aspects sociaux forment un ensemble solidaire. Cette planète serait le sujet de certains enjeux de domination, notamment extérieurs à notre civilisation. Des accords de coopération technologique pourraient être conclus au risque de la suprématie d'une espèce extérieure. Elle pourrait permettre le contrôle global des populations avec les divers éléments technologiques actuellement à disposition. Cette espèce invasive serait cependant sous le contrôle d'autres entités ayant en charge de surveiller leurs actions de tentative de domination de notre planète. Sauf que, sous le couvert de la signature d'un agrément accordé, un détournement des conventions interstellaires pourrait se réaliser, sous le couvert d'une demande de protection par mise sous tutelle. Il est important d'observer que cet agrément aura obligatoirement été délivré sans le consentement des populations de notre planète.
Leur spiritualité ne doit pas chercher à convaincre, mais à améliorer dans des modèles organisationnels où la conscience et la pensée réfléchie prédomineraient. Aucun dogme ne devrait être éminent. Nos conceptions religieuses sont totalement inadaptées à une organisation compréhensive coordonnée vers une telle société évoluée. L'évolution de la biosphère connaîtrait les mêmes structures évolutives. Une stabilité des populations serait évidemment prépondérante. Aucune interférence ne devrait pouvoir se réaliser à l'encontre des civilisations visitées pour ne pas troubler leur modèle évolutif. Il conviendrait de parfaitement respecter les lois morales universelles. Bien évidemment, à leur demande, il serait possible de leur prodiguer les conseils qui s'imposent au regard de leurs difficultés constatées. Les niveaux de conscience étant différents, il conviendrait de respecter leurs acquis. Si nous inversions le problème, c'est-à-dire que nous nous placions dans la perspective d'être observés et évalués par d'autres sociétés extérieures, que se passerait-il? Eh bien, c'est justement le cas. Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, déclarait le 28 juin 2016. Ceux qui nous observent de loin sont inquiets. J'ai vu, entendu et écouté plusieurs dirigeants d'autres planètes qui sont très inquiets parce qu'ils s'interrogent sur la voie que l'Union européenne va poursuivre. Donc il faut rassurer les Européens et ceux qui nous observent de plus loin. Nous sommes effectivement sous observation et ceux-là même qui le font, nous considèrent tout simplement comme une espèce dirigée par des cerveaux irresponsables et immatures, qui gèrent la société humaine en toute irrationalité et que notre société serait située au bord d'une extinction globale. Des accords d'interaction avec une espèce humanoïde auraient été conclus, en échange du contrôle de zones territoriales sous le prétexte des acquisitions de technologies. Les masses terriennes devraient passer sous le contrôle informatisé. Seulement un cinquième des responsables officiels seraient informés et conscients de ces tractations établies. Les nombreuses espèces extérieures qui nous observent devraient-elles agir pour notre survie? Eh bien non, car nous ne serions pas alors en capacité de comprendre nos turpitudes. Toutefois, il se pourrait que certaines espèces, installées sur notre planète, et qui nous surveillent très attentivement, puissent nous empêcher d'effectuer l'irréparable qui aboutirait à une extinction totale de l'espèce humaine. Même si, par ailleurs, d'autres espèces, installées ou non, n'interviendraient pas. Elles n'auraient que trop peu de considération pour ce que nous représentons, par rapport aux diverses ethnies du cosmos. Nous appartiendrions à une partie de notre galaxie sous l'observation et le contrôle d'entités de civilisation en conformité avec une moralité universelle. La seule activité de la pensée suffirait-elle à modifier la réalité? Elle structure cette réalité en raison de ses modèles de pensée. L'unité est un référent de l'ensemble qui se constitue en une autre unité. En effet, seule, notre relation avec la conscience collective, à condition que nous soyons en capacité de la faire intervenir, pourrait influencer notre progression vers un avenir plus harmonieux et surtout plus en conformité avec notre relation avec les ensembles cosmiques. Ce qui ne serait pas le cas, puisque nous nous situerions dans un modèle de régression impitoyable à cause des forces occultes qui nous dirigeraient. Depuis le XVIIe siècle, les crises sont organisées par les systèmes bancaires pour vérifier et mieux organiser leur pouvoir. Cela engloberait tous les complexes économiques, au pouvoir suprême, établissant les directives dirigeantes chargées d'utiliser une destruction massive des populations, situées momentanément en inconformité avec les idéaux dogmatiques établis. En aparté, il conviendrait de citer une intervention qui préciserait tous les modèles décisionnels et qui seraient particulièrement corrompus. Leur déprédation morale aurait eu pour conséquence de ruiner volontairement tous les États-nations. Leur cupidité n'aurait d'équivalent que leur stupidité. Les systèmes gouvernementaux appelés démocratiques ne sont que des modèles de dictature fonctionnant sous le modèle de suggestion des masses de population trompées et bernées à leur insu. La politique monétariste permettrait tous les abus de pouvoir. Avant de pouvoir concevoir nos voyages cosmiques, il conviendrait d'abord d'en comprendre sa structure. Y aurait-il des possibilités de courber l'espace-temps afin de pouvoir franchir des limites de distance?
Les valeurs établies par la vitesse de la lumière n'auraient plus les conséquences que nous admettons dans les déplacements cosmiques. L'espace posséderait plusieurs dimensions. Des pliures de cet espace permettraient des voyages très courts dans notre système de mesure du temps, même au niveau de notre galaxie. Notre univers physique serait-il un processus de composé, un élément à plusieurs couches? Mais, notre univers physique ne serait pas seul, il y en aurait une multitude. Dans un décompte du temps, à une échelle de compréhension mieux accessible, si une seconde équivalait à un siècle, la durée de vie de l'espèce humaine pourrait n'avoir qu'une durée de vie de 6 minutes sur notre planète, qui serait là depuis 18 mois. L'univers n'aurait alors que 5 années d'existence, à cette échelle de durée. Une minute de décalage entre des planètes équivaudrait, en réalité, à 60 siècles de décalage entre d'éventuelles ethnies. Certaines ayant pu évoluer pendant ce laps de temps, pendant que d'autres commenceraient leur évolution et que d'autres encore auraient cessé d'exister. Les distances, elles-mêmes, peuvent se rapprocher dans un autre modèle évaluatif. Si une galaxie était rapportée à la surface de la France, la plus proche des autres galaxies serait alors située à 150 mètres de distance, pendant que le système planétaire le plus proche serait lui, situé à 40 mètres de nous. La singularité, orgueilleuse et prétentieuse de l'espèce humaine s'en trouverait ainsi bien amoindrie, surtout dans la nécessaire compréhension de ces exégèses scientifiques. Cela va de la matière sombre invisible à l'énergie noire, tout aussi invisible, qui, toutes deux, deviendraient alors nécessaires à la compréhension de l'organisation de notre univers physique. La gémellarité des univers, et d'une autre évidemment, expliciterait les aléas du fonctionnement de notre univers physique, où un double cosmos établirait les particularités évaluées par un certain volume d'antimatière. Une réflexion métaphysique s'imposerait aux prétentions d'un humain isolé au sein des ensembles. Il n'est isolé que parce qu'il s'isole en s'admirant dans une glace, même s'il s'observe ainsi d'une façon inversée. Ce serait donc à l'envers qu'il raisonnerait sur son espace. Il lui conviendra impérativement d'aborder les structures d'une nouvelle cosmologie, qui lui serait apportée par des entités externes. Son avenir résidera dans ses facultés de compréhension et d'adaptation. En substance, cellule d'aide psychologique. L'expression « cellule d'aide psychologique » ou « cellule psychologique » est couramment utilisée par les médias pour qualifier des dispositifs très variés visant à un soutien psychologique ou moral et mis en place en réponse à un problème particulier. Ce terme peut correspondre à des dispositifs très différents, constitués soit de professionnels de santé mentale, psychiatres, psychologues, infirmiers, de travailleurs sociaux, de volontaires, secouristes, bénévoles, aux formations très diverses. Il est d'usage désormais de mettre en place de tels dispositifs lorsqu'une situation de crise est considérée comme pouvant affecter la santé psychique des personnes. C'est le cas lors des situations de traumatisme psychique, attentats, crashs aériens, violences de masse, catastrophes, accidents, mais aussi dans des situations comme les plans de licenciement, les situations de souffrance au travail, les événements à fort impact psychologique en milieu scolaire, etc. En France, par suite d'attentats, il existe un dispositif particulier et professionnalisé intervenant lors des catastrophes collectives ou des événements à fort impact traumatique. Les cellules d'urgence médico-psychologique, CUP, interviennent dans le cadre des services d'aide médicale d'urgence. La triple peine. Les témoins d'apparition d'objets volants particuliers, appelés OVNI. Les témoins de rencontres avec des occupants provenant de ces objets volants. Les personnes embarquées dans ces objets abductées. Toutes ces personnes subissent 1. Le traumatisme de la rencontre. 2. Le traumatisme de ne pas être prises en considération dans leur narration des faits quand elles ne sont pas ridiculisées. 3. La réprobation systématique de leur entourage familial et professionnel. À aucune de ces personnes, elles sont plusieurs millions à travers le monde, il n'a été proposé une cellule d'aide psychologique. Elles subissent tout simplement la triple peine. Nota, ces textes sont des extraits d'idées émises par diverses personnalités provenant de plusieurs sources. Toute la collection
Les populations esclaves est téléchargeable gratuitement, au format PDF, en lecture e-book sur le site internet lacléinternation.org. Toute cette collection est également accessible en livre broché. Les livres brochés de cette collection Les populations esclaves, au format A4 sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Une collection, en livre de poche y est également accessible. Vous pouvez aussi cliquer sur le logo « Livre Amazon » dans la page d'accueil de notre site internet. lacléinternation.org. La totalité de la collection est en conférence audiophonique sur YouTube. La collection